Bonjour, je suis Clémentine Gallet et vous êtes bien chez Bliss Stories, le premier podcast qui vous parle de maternité autrement. Et si les histoires de maternité ont encore de beaux jours devant elles, chez Bliss, on aime aussi faire des pas de côté pour partir explorer d'autres territoires de nos vies de femmes. Alors désormais, ici, sans calendrier précis, nous vous proposerons d'autres témoignages qui seront réunis sous le nom de Women's Stories. On avait commencé l'an dernier par la collection Break Up avec des témoignages de séparation et de reconstruction familiale. Et comme vous aviez adoré ces épisodes, vous allez pouvoir en découvrir des nouveaux. Mais on a aussi décidé d'enrichir cette collection avec d'autres récits qui racontent autre chose que la grossesse et l'accouchement, mais toujours des trajectoires de femmes et de mères puissantes et inspirantes. Leurs voix sont celles de vos copines, de vos collègues, de vos sœurs, de vos mères et peut-être même la vôtre. Ces voix, elles ont tout en commun de nous aider à y voir plus clair et à avancer même quand on manque de repères. Une fois de plus, il s'agit de rompre le silence, d'écouter avec le cœur, de s'informer sans juger et de s'inspirer d'histoires intimes et personnelles à la portée universelle. Alors bienvenue dans toutes ces autres facettes de nos vies de femmes, dans lesquelles piocher force, résilience et confiance. Bienvenue chez Bliss, Women's Stories. Parler des violences conjugales n'est jamais simple. Comment le faire sans plonger dans des généralités, sans trahir celles qui les ont vécues, sans les réduire à des statistiques et à des profils anonymes ? Je pense que le mieux, comme toujours, c'est de laisser parler les principales concernées. Et Sarah Barouk est plus que concernée. Sarah, elle a passé des années à subir des violences verbales, psychologiques et physiques, infligées par un homme qu'elle pensait aimer et qui est devenu son bourreau. Alors Sarah, elle a fait de la lutte contre les violences faites aux femmes sa mission de vie. Dans cet épisode, elle a déroulé la genèse de l'engrenage insidieux de l'emprise amoureuse, le système qui se construit brique par brique autour de la victime, jusqu'à ce qu'elle soit anesthésiée et prête à accepter l'inacceptable. Pendant des années, Sarah a subi l'enfer au quotidien, tout en étant malgré tout portée par un irrépressible désir de maternité, nourrissant même l'espoir que devenir père calmerait peut-être la colère de l'homme qu'elle aimait. Mais ça n'est pas ce qui s'est passé, bien au contraire. Le quotidien de Sarah est devenu invivable et elle a réalisé petit à petit que sa vie et celle de sa fille étaient réellement en danger. Alors elle a su trouver la force de sortir des griffes de cet homme pour s'échapper avec sa fille, saine et sauve. Mais pour une Sarah qui réussit à fuir, combien survivent à un foyer aussi violent ? Combien tombent sous les coups de leur partenaire et combien y laissent leur vie ? Tous les jours, la longue et insoutenable liste des féminicides augmente en France. Alors chaque action, chaque mobilisation, aussi minime soit-elle, participe peut-être à provoquer un déclic et à aider celles qui ont besoin de force à sauver leur peau. Sarah est leur voix, elle se bat inlassablement depuis des années pour lutter, informer et sensibiliser. Et nous sommes très fiers de la faire encore un peu plus rayonner. Attention, cet épisode parle de violence et d'emprise. Il est donc à écouter dans les meilleures conditions. Si vous avez besoin de parler, appelez sans plus attendre le 3919. On est ensemble. Bonjour Sarah. Salut Clémentine. Merci d'être là aujourd'hui. Non, merci à toi. Ça fait longtemps que je t'écoute et que j'avais très envie qu'on se rencontre. Oui, ça fait longtemps qu'on se suit. Et effectivement, moi aussi, j'attendais ce moment depuis longtemps. Alors, je vais te laisser te présenter, s'il te plaît, pour celles qui ne te connaissent pas. Je vais te demander ton prénom, ton nom, ton âge, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille, s'il te plaît, Sarah. Alors, je m'appelle Sarah Baruch, j'ai 43 ans. J'habite maintenant en Normandie, mais je suis née à Paris. Et ma famille est composée de ma fille, Lala. Lala, elle a quel âge ? Lala, elle a 5 ans. Et on a des chats. Alors jusqu'ici, on en avait une qu'elle a décidé d'appeler Lola. Mais Lola est tombée enceinte. Lola a batifolé avec un voisin sans autorisation. Donc là, en ce moment, on a 4 chatons à la maison. Oh, mais c'est trop mignon ça. C'est juste... c'est une expérience incroyable, en fait, je trouve, pour une petite fille d'assister à ce qu'est la maternité. Mais oui. Donc voilà, elle a accouché dans mon panier à soutien-gorge. Donc je n'ai pas pu mettre de soutien-gorge pendant plusieurs jours parce qu'elle ne voulait pas sortir de là. C'était no bra obligatoire. Voilà, no bra obligatoire. Pour la bonne cause. Voilà. D'accord, donc Lala, Lola et ses chatons.
Exactement. Ok, une maison bien remplie, au bord de la mer. Tout à fait, et je suis écrivaine. Voilà. C'est ça. Et alors, ton dernier ouvrage s'appelle comment ? Parce qu'on en a quand même beaucoup entendu parler. On va citer son titre. Alors, c'est l'avant-dernier en réalité. Il s'appelle 125 et des milliers et il parle de féminicide et des violences faites aux femmes. Et je l'ai écrit, j'ai commencé en fait à en avoir l'idée une semaine pile en fait après que je me sois enfuie avec mon bébé en pleine nuit. Ok, donc c'est un livre qui vient des tripes et on va en parler. Et alors ton tout dernier ouvrage, du coup, il s'appelle comment ? En fait, je viens de lancer une collection de livres pour enfants chez Hachette Jeunesse. Donc Nina la débrouille, parce qu'il faut savoir que Nina est le deuxième prénom de ma fille. Je n'ai pas pu choisir le prénom de ma fille et j'ai eu droit à un deuxième prénom qui est Nina. D'accord, donc c'est une façon de faire vivre ce prénom et cette petite fille. Exactement. Aussi. Très bien. Alors Sarah, on va retracer ton parcours de mère. Si tu t'es beaucoup exprimée effectivement sur les violences faites aux femmes, on va retourner un peu à la genèse de ton combat aussi de mère, de porte-drapeau un peu de toutes ces femmes victimes de féminicide et de violences. Tu as élevé ta voix pour les leurs. Donc je m'excuse d'avance, nous allons replonger dans des souvenirs sombre, mais je te remercie aussi d'avance d'accepter de replonger dans ces archives qui sont pas forcément les plus joyeuses. Pour moi, c'est d'autant plus important que souvent, en fait, les femmes se mettent à accepter l'inacceptable justement parce qu'elles pensent qu'il n'y a que comme ça qu'elles vont pouvoir avoir un enfant. Et souvent aussi, les violences se déclenchent après l'accouchement. Bien sûr. Tu as raison, et c'est pour ça qu'il est important de prévenir et de dire et redire qu'elles ont le choix. Et que justement, il ne faut pas se laisser emprisonner dans cette violence systémique. Exactement. Dont on va parler. Alors, Sarah, déjà, pour commencer par le commencement, d'où viens-tu ? De quelle famille viens-tu ? Dans quel contexte es-tu arrivée sur cette terre il y a 43 ans maintenant ? Je suis née d'une famille juive. Mes parents sont laïques totalement, mais avec un attachement culturel, on va dire, au judaïsme. Aussi avec ce que ça implique, c'est-à-dire un rôle pour les femmes, un rôle pour les hommes, et le fait de chérir totalement la maternité et de donner un sens à la vie finalement pour les femmes quand on devient mère. Okay. Ma grand-mère a eu ma mère à 24 ans, ma mère m'a eu à 24 ans et je me suis très vite dit qu'il fallait que je continue à porter ce flambeau. J'ai totalement échoué. Mais du coup, je suis arrivée dans une famille où c'était un peu le chaos. C'était en France ? Ouais, moi je suis née à Paris, à l'hôpital Saint-Antoine. Mon père, lui, est né en Tunisie. Ton père, il faisait quoi ? Ou il fait quoi comme métier ? Il est médecin, il est stomatologiste, c'est-à-dire que médecin bouche-gorge, quoi. J'ai raconté son histoire dans mon deuxième roman, enfin en tout cas en partie. Donc il a été chassé de Tunisie et ils sont arrivés en France avec ses parents extrêmement pauvres puisqu'ils n'ont rien emporté avec eux. Ils vivent à 6 dans 25 mètres carrés. Et il se trouve que ma grand-mère est tombée malade, que mon père a donc perdu sa mère, a assisté à l'agonie de sa mère pendant plus d'1 an. Et puis son père, enfin le père de mon père est mort 5 ans après de chagrin. Donc mon père s'est retrouvé orphelin. Et tout ce qu'il attendait, c'était d'avoir une famille. D'accord. Et du côté de ma mère, ils ont été décimés par les camps de concentration. Donc là aussi, ils attendaient qu'une seule chose, c'était une famille. Donc je suis arrivée, si tu veux, dans cette cette attente, dans le désespoir total, où soudain, j'étais comme une sauveuse. Enfin, c'est le rôle qu'on m'a donné. Mais à tel point que, si tu veux, mon père chronométrait le temps que je passais dans les bras de ma grand-mère et dans les bras de son frère pour pas qu'il y ait de distinction. Donc mon arrivée sur cette terre a été compliqué à tel point que je pense que, enfin moi je suis assez spirituelle, à tel point que j'ai arrêté de grossir en fait dans le ventre de ma mère à 5 mois, comme si je me suis dit peut-être j'ai fait une connerie là d'arriver sur cette terre, et j'ai fait un début de souffrance pétale
à la naissance. Donc c'est pour ça que j'ai une cicatrice aussi sur la joue, parce que mon père faisait des études à Saint-Antoine, donc il était très heureux que le grand professeur accouche ma mère comme un honneur, sauf que le mec a totalement paniqué, il a pris les forceps à l'envers parce que j'étais en train de mourir. Ok, et voilà, donc... d'où cette petite griffure. Oui, alors maintenant c'est une griffure, mais sur mes photos de naissance, c'est pas très joli. Ah là là, dis donc. Voilà. Donc, tu as senti que tu étais, plus qu'attendu, tel le Messie là, qui allait enfin apaiser les souffrances de tout le monde. C'est ça. Tu es fille unique ? Alors non, c'est-à-dire que ma mère a tellement flippé que je sois le centre d'attention qu'elle a décidé de faire mon frère... on a 18 mois d'écart en fait. Ah oui, on a été dans élevés, la foulée. Voilà. Et puis j'ai une sœur aussi avec qui j'ai 5 ans et demi d'écart. D'accord. Voilà. Donc 3 enfants de l'amour, fruits de l'amour, de l'attente, et mes des parents enfants chéris. Voilà. Quoi. Mes parents se connaissent depuis qu'ils ont 14 ans, ils sont ensemble depuis qu'ils ont 15 ans et demi. Et ils sont toujours ensemble ? Ils sont toujours ensemble, fous amoureux. Waouh. Donc je suis née de ça. C'est quand même pas rien ? Non. Surtout quand on connaît ton histoire. En fait, très tôt, je pense que ça a nourri l'idée que jamais je ne serai à la hauteur où je ne connaîtrais ce qu'ont connu mes parents. Ah ouais, c'était inatteignable ? Inatteignable. C'est un peu décourageant, non ? Totalement. Enfin, c'est-à-dire que moi, sachant que 14 ans, ça arrive assez vite dans une vie. Bah oui, tu m'étonnes. Tu vois, moi, à 14 ans, ma mère était une ado toute mignonne, elle me montrait les photos. Bon, moi, j'avais des bagues, j'avais 15 kilos de trop, des boutons partout, des lunettes. Autant te dire que j'étais très, très loin de mon premier petit copain à 14 ans. Donc, je me suis dit, pour moi, c'est foutu, quoi. Ah là là. Cette histoire d'amour, ces anecdotes, presque cette légende, ils la racontaient beaucoup, tes parents ? Bien sûr. Ils en étaient, oui, peut-être ils en sont toujours très fiers ? Oui, et puis il y avait aussi l'impact sur mes amis. C'est-à-dire que mes copines, pour elles, on était la maison du bonheur. C'est-à-dire que moi, ce que je voyais, les autres le voyaient aussi. Que mes parents, c'était l'histoire d'amour par excellence. Ils éclaboussaient de leur amour tous ceux qui l'entouraient, quoi. Exactement. Ouais, mais peut-être que c'était un peu écrasant aussi, du coup, tout à fait. Tout ce bonheur. Parfois, c'est vrai qu'on se dit, mais attends, mais c'est pas possible. Il doit bien y avoir un truc. En fait, les parents parfaits, c'est compliqué. Ouais. Les parents qui ont une vie assez simple, en fait, même si... En réalité, c'est pas simple. Mon père est orphelin, ma mère vient d'une famille compliquée aussi. Oui, mais la vie qu'ils ont construite ensemble. Celle qu'ils ont construite, où finalement, elle était jolie. Pas de dispute, ils s'entendent sur l'essentiel tout le temps, ils supportent pas d'être fâchés. Oh là là, mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est limite énervant parfois. Mais c'est le cas. Aucune ombre au tableau, aucune ombre à leur tableau. Mais c'est vrai qu'on peut imaginer à quel point pour la fille aînée, et pour la fratrie globalement, c'est un modèle qui peut être décourageant parce qu'inatteignable. Et ça, toi, tu l'as ressenti très tôt. Très tôt, ouais. Surtout que, ne ressemblant pas à ta mère, tu t'es dit que du coup, c'était pas pour toi, c'est ça ? Que tu n'aurais pas accès à ce type d'histoire d'amour ? Tout à fait. Encore une fois, le côté très ingrat, mais que beaucoup d'adolescentes traversent. Moi, c'est ce que j'explique quand j'interviens dans les collèges et les lycées. En fait, la faille narcissique, c'est-à-dire que le problème d'estime de soi qui permet finalement de devenir une proie pour d'autres formes de violence, ça commence pas au moment du couple toxique. En fait, ça commence bien avant. Et moi, très tôt, je me suis dit, mais jamais personne ne m'aimera. Et vu qu'on se moquait de moi à l'école en me disant à peu près la même chose, parce que j'étais trop grosse, trop ceci, trop cela, très vite, j'ai été prête à accepter n'importe quoi pour qu'on veuille bien m'aimer. Mais pourtant, tes parents t'aimaient très fort et te le disaient. Oui. Ton réservoir d'amour parental, il était là quand même ? Mes parents sont extrêmement pudiques avec les autres. Entre eux, ils se disent les choses, mais... C'est arrivé assez tard, en fait, le fait de verbaliser qu'ils aiment. Ils font sentir qu'ils aiment. Ouais. Mais moi, je suis très attachée aux mots et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est facile pour eux. Mmh. Et puis ma mère, en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment confiance en elle et pour qui la relation de confiance était essentielle avec moi. Donc elle s'était mis comme objectif de ne jamais me mentir. Et donc par exemple à l'adolescence,
quand j'étais assez ingrate et que je lui disais « Mais maman, est-ce que tu me trouves belle ?» Elle me disait « Plus tard, tu seras belle. » Et donc, du coup, je me disais « Mais même ma mère, elle me trouve moche, quoi. » Ah ouais. Et encore aujourd'hui, c'est une discussion qu'on a. Et elle me dit « Mais t'aurais préféré que je te mente ?» Je dis « Mais je le vois pas comme ça. Moi, je pense que, en fait, une mère, elle doit trouver sa fille belle et quitte à lui mentir, en fait, pour remplir le... » Mais elle, sa peur, c'était que je n'ai pas confiance en elle. En elle ? Voilà. Que je n'ai pas confiance que je puisse penser que ma mère me mentait. Oui, c'est ça qui a prévalu à ce moment-là, mais du coup au détriment de la construction de ta confiance en toi. Ok, donc tu as grandi adolescente dans ce contexte-là, avec donc un physique avec lequel tu n'étais pas du tout raccord, ni à l'aise. À quel âge tu as eu tes premières histoires d'amour ? Ou ta première histoire d'amour, tu te souviens ? Assez tard, à 18 ans. Ouais, et c'était justement quel genre de rapport ? Eh bien, la première histoire, en fait, je crois que j'ai voulu faire comme ma mère. Je suis tombée sur quelqu'un qui ressemblait un peu à mon père dans le caractère. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, je ne m'étais pas trompée puisque on s'est rendu compte au bout de quelques mois que nos pères étaient dans la même classe au lycée. Ah, marrant. Donc, fou, en fait. Ah ouais. Donc, ça t'allait bien, ça ? Ça m'allait bien, sauf qu'en fait, ça m'a confirmé que je ne ressemblais pas à ma mère. Eh oui, parce que l'histoire ne t'a pas convenu. Non, et du coup, je suis restée pendant plusieurs mois où je sentais que je vibrais pas, quoi. Mais que j'avais un choix, soit d'avoir la vie de ma mère, mais de pas être raccord avec mes émotions, soit d'assumer qu'en fait, j'étais pas comme ça, quitte à ne pas savoir ce que j'étais d'ailleurs. Oui, c'est ça, voilà. à chercher ta voie à toi. Ouais. C'est là aussi que tu as dû te dire, ok, donc je n'aurai pas d'enfant à 24 ans, comme la lignée de femmes de ma famille. Ça a même été plus dur que ça parce que donc je me suis séparée de ce garçon, j'avais 20 ans, je suis restée 2 ans avec lui, j'en ai rencontré un autre, en tout cas une histoire sérieuse par la suite. Et on est tombés très amoureux, on s'est installés ensemble. Il savait qu'on se protégeait pas nécessairement. On venait de prendre un appartement avec une chambre vide. Moi, je me suis dit, en fait, je vais y arriver. Puis je suis tombée enceinte, il a paniqué, il m'a plaqué. D'accord. Et donc, donc t'étais à 2 doigts finalement de faire comme ta mère et ta grand-mère. Et donc, j'ai avorté, mon premier avortement à 23 ans et demi. Et ça a totalement cassé en fait l'idée que j'avais peut-être une chance de correspondre au schéma que je m'étais inventé finalement. Mais c'est le principe d'un schéma constructeur, on se l'invente. Bien sûr. C'était ton propre défi personnel, parce que ta mère m'a jamais dit ça. Ne t'imposait pas de tomber enceinte à 24 ans. Non, du tout. Alors après... la maternité a toujours été considérée comme une joie. Oui. Et c'est là aussi que pour moi, ça a été compliqué parce qu'il y a eu une fracture avec ma mère. Parce qu'en fait, à 23 ans et demi, donc, j'ai été face à des difficultés qu'elle n'a jamais traversées. Et tu lui en as parlé de cette grossesse avortée ? Oui, elle a mal réagi, mais parce qu'elle était désemparée, en fait. Elle était face à l'inconnu. Ma mère est avec mon père depuis qu'elle a 15 ans et demi. Elle n'a jamais eu de... elle a voulu des bébés, elle est tombée tout de suite enceinte. Bah oui, aucune remise en question de ce sujet-là. Et puis, aucune confrontation à ce sujet-là. Donc, elle était restée avec des codes d'avant. Et quand je lui ai dit « Paniquer, maman, je suis enceinte », elle m'a dit oh, « Mais si t'avortes, tu pourras jamais avoir d'enfant. » Ah oui. Donc, j'ai eu l'impression d'avoir une maman dans les années 60. Mais oui, totalement. Et du coup, je n'ai fait que des choix qui m'ont traumatisée. Je voyais la même gynéco que ma mère à ce moment-là. Ma mère adorait cette gynéco, mais en même temps, elle rentrait dans les codes de cette gynéco qui était une catholique pratiquante. Sauf que quand moi, je suis arrivée à 23 ans et demi et que j'ai dit, en fait, ça va pas être possible parce que j'ai quitté le papa, je suis retournée vivre chez mes parents, toutes mes affaires sont dans 8 sacs poubelles et je dors sur le canapé du salon, je peux pas. Et là, la gynéco m'a dit, moi je ne fais pas ce genre de choses, donc je vais vous envoyer chez un confrère. Donc déjà, je me suis pris dans la figure que la gynéco que je voyais depuis que j'avais mes règles. Oui, qui était censée être une alliée. Exactement. Ne l'était pas. En fait, elle me jugeait, qu'elle refusait de m'accompagner là-dedans. Et ça aurait pu être un sketch, mais c'est la vérité. Elle m'a envoyé, et d'ailleurs j'ai oublié le nom de ce gynéco. Et je suis arrivée là-dedans, face à ce type qui me fait une écho et qui me montre que le cœur de mon fœtus bat.
et qui me dit en gros vous n'avez pas vraiment le temps, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va accélérer un peu le processus, puisque là je suppose que c'est la pilule abortive que vous voulez. Je savais même pas que ça existait. Et je me suis retrouvée évidemment ça a été un carnage, cet avortement, enfin le premier, livré à toi-même. Totalement. Ouais, totalement. Et ce premier avortement, t'y repenses? Est-ce qu'il reste imprimé là en toi, et est-ce que il remet en question du coup une certaine forme d'urgence d'avoir des enfants, ou t'es dans autre chose? Alors, sur ta construction personnelle. Oui, et c'est pour ça que évidemment que le droit à l'avortement pour moi c'est essentiel, et je peux en parler, c'est-à-dire que je n'étais pas prête du tout à être mère. En revanche, pour justement protéger ce droit, on a tendance à ne pas parler du choc d'un avortement. Moi, je n'en suis toujours pas remise en fait de ce premier avortement. C'est pas parce que je n'ai pas du tout l'idée d'avoir tué un enfant, c'est pas là que ça se joue, c'est que j'ai eu le sentiment de ne pas avoir été prête à être mère et d'avoir sacrifié en fait pour mon confort l'idée d'un enfant. C'est pas une question de vie ou de mort, c'est que on tue une idée d'enfant, on tue l'idée de la mère en soi. Et ça c'est quelque chose, vu que je me racontais que c'était capital pour moi d'être mère, je me suis dit mais qui suis-je en fait? Est-ce que je suis quelqu'un d'extrêmement égoïste? Est-ce que je mérite de devenir mère un jour, puisque ça m'a été offert et que j'y ai renoncé? Et du coup, j'ai commencé à forger un truc de punition en moi. Comme si tu avais loupé ce moment, sacrifié ce que l'univers te proposait de vivre. Ouais. Tu l'as empêché d'arriver. Dans ma tête, il avait un nom, ce bébé. Ça va très vite, garçon. Autour de son anniversaire, j'étais pas bien, parce que j'avais calculé. C'est allé loin, quoi. Bon. Après, je pense que j'aurais rencontré vite un autre homme, je serais vite devenue maman. Enfin, peut-être que les choses auraient été différentes. Il se trouve que je suis partie dans une sorte d'errance affective. Après cette histoire. En fait, comme j'avais, encore une fois, aucune estime de moi, du coup, je ne me dirigeais que vers des hommes qui me renvoyaient, enfin qui avaient eux-mêmes en fait un problème avec l'estime, qui étaient des grands abîmés, et du coup que j'avais envie de les sauver parce que ça me donnait finalement une légitimité sur cette terre, mais enfin rien n'était équilibré, quoi. Tu retournes habiter chez tes parents? Ou non? Oui, j'ai vécu chez mes parents, j'ai beaucoup déménagé. Voilà, j'ai fini par me prendre un appart parce que je faisais des stages, mais j'en ai fait qui étaient très bien payés. Puis après, j'ai commencé à travailler aussi. En tant que quoi? Avant d'être autrice, t'étais quoi, Sarah? Mon premier vrai stage a été en banque d'affaires, en fusion et acquisition. Ah ouais, ok. Ouais. Ça a été un carnage, clairement. En fait, je ne correspondais à rien. Donc tu as vite quitté ce monde de la finance. Et le deuxième stage, du coup, j'ai complètement viré de bord et j'ai été rédactrice en agence de pub. Rien à voir. Rien à voir. Ok. Et alors, côté vie amoureuse, comment ça se déroule à ce moment-là? Quelles sont les grandes histoires qui ont jalonné ta vie avant de rencontrer le père de ta fille? Pas mal d'histoires nulles. Pour qu'on comprenne un peu justement comment cette violence systémique s'est mise en place et comment toi, tu es arrivé dans cette histoire-là. Tout était réuni en fait pour que ça arrive, bien sûr, quelque part. Bien sûr. Et en fait, aujourd'hui, donc, dans mon association, j'accompagne des victimes de violence et on se rend compte que tout, en fait, c'est pareil. J'ai un nombre de fans de comédies romantiques qui attendaient le grand amour et qui sont prêtes à tout pour qu'on veuille bien leur faire un enfant, assez hallucinant. Ah ouais. Ouais. D'accord. Donc ça, c'est le profil type. C'est le profil type. Donc finalement, c'est des femmes assez romantiques qui croient au prince charmant, qui ont besoin d'être presque embarquées comme ça sur un cheval blanc par un homme qui va tout gérer. Mais c'est exactement ça. En tout cas, la grande majorité. La grande majorité attend d'être sauvée, la grande majorité a envie de croire au grand amour tel qu'on nous le raconte, parce que quand on nous raconte le romantisme, c'est à la vie, à la mort, c'est la passion qui autorise finalement cette énorme violence qui est de renoncer même à sa vie, comme Juliette dans Roméo et Juliette, pour l'amour. Enfin, on nous raconte jamais le grand amour comme de l'harmonie équilibrée, on nous le raconte comme un combat, que ce soit vis-à-vis de la famille, un combat pour s'aimer, un combat où on renonce à la vie et donc à son intégrité.
pour avoir droit de connaître ça. Et alors toi, du coup, Sarah, elles étaient comment, tes relations après cet épisode de l'avortement? Comment tu t'es reconstruite? Comment t'es retombée amoureuse après ça? Alors, bon, je pense déprimer un peu tout le monde, mais ça m'a beaucoup abîmée et du coup, j'ai un peu tout mélangé. J'avais repris du poids, donc je me suis mise à faire beaucoup de régimes, etc. Et j'étais très dans... essayer d'obtenir une image de moi qui soit pas douloureuse. Parce que, encore une fois, le surpoids en France, c'est compliqué. Et on fait très vite le lien entre surpoids et incapacité à être aimé. Ouais. Et on met beaucoup de temps à se rendre compte qu'en fait, c'est même plutôt le contraire, que en fait, ce sont des codes féminins, en fait, tout ça, c'est pas du tout des codes de désir masculin. Ah. Mais bon, bref. Donc, encore une fois, la sororité, elle est moyenne, puisque qui d'autre, à part les magazines féminins, véhicule cette idée du corps parfait? Oh là là, oui. Donc, voilà. Ouais, et puis à l'époque, on était bien loin des représentations diversifiées qu'on a un peu plus aujourd'hui, même si c'est quand même... À partir du mois d'avril, c'était comment je suis mince pour cet été, quoi. Voilà, donc, voilà, complètement. Et du coup, j'ai accentué mon côté proie et j'ai fini du coup par vivre... J'ai mis des années avant de qualifier ça d'un viol. Pour moi, je disais que c'était une agression sexuelle très grave. Mais en gros, je me suis fait avoir, quoi. Par qui? Comment? En vacances. Combien de temps après Écoute, ça arrive en 2007. L'avortement, c'était en 2003. D'accord, donc 4 ans après. Ouais. Une histoire de vacances? Débile, je me suis fait draguer sur une plage par un mec qui m'a raconté que des conneries, qui m'a... Enfin bref, voilà, j'ai fini par le suivre parce qu'il me proposait, il m'a embobiné, puis je l'ai suivi là où on devait arriver dans un endroit qui était une sorte de laboratoire pour faire des huiles de massage bio, machin. En fait, c'était son appartement pourri, il a fermé la porte à clé, il a gardé la clé. Et j'ai vécu 2 heures, on va dire, de pas très cool. Ce qui a provoqué chez moi beaucoup de somatisation. J'ai développé une maladie aux yeux en plus. Donc, si tu veux, je les ai accumulés, quoi. Je suis devenue malvoyante. J'ai une carte handicapée, moi. Ah oui, donc à la suite de ça... En fait, ça a déclenché je ne sais pas si c'est que j'en avais trop vu ou que je ne voulais plus voir, mais du coup, pendant 1 an, les médecins ne savaient pas vraiment ce que j'avais. Je suis restée dans le noir chez moi, à me cogner dans les poubelles quand je sortais, à plus voir personne. C'était quoi? C'était ton champ de vision qui se rétrécissait? En fait, non. J'avais tout qui se dédoublait et j'avais des endroits totalement flous. Dans la rue, je voyais qu'il y avait des silhouettes de personnes, mais de leurs yeux à leur bouche, en fait, c'était flou. Et en fait, j'ai une dégénérescence de la cornée, des 2 côtés. D'accord. Sauf qu'on a mis du temps à se rendre compte, et puis surtout qu'il n'y avait pas vraiment de solution à ce moment-là. Enfin, en gros, je ne pouvais plus travailler. Enfin, ça a été très compliqué. Et cette agression sexuelle dont tu es victime cette année-là, tu en parles à tes amis, à tes parents? Oui. Est-ce que tu comprends qu'il s'est passé quelque chose de grave à ce moment-là, quand tu quittes cet appart pourri-là? Je ne le comprends pas tout de suite, sauf que je deviens aphone. Ok. En fait, non, au début, je me mets à bégayer. Et je dois prendre un café avec une copine à qui je raconte ce qui s'est passé, mais... comme si c'était une blague, en fait. Enfin, genre, j'étais débile. Tu te rends compte ce que j'ai fait, quand même, de suivre sachant que à ce moment-là, donc on est 2 jours après, j'arrive pas à manger, je prends 10 douches par jour. Mais pour moi, voilà. Tu fais pas le lien. Je fais pas le lien. Mais... Et donc, je lui raconte, mais vraiment comme si c'était une anecdote, quoi. Et là, elle change de tête totale. Elle me dit, mais en fait, tu te rends compte de ce que tu es en train de me raconter, là? Et je lui dis, bah oui, bon, écoute, mais il faut qu'on aille tout de suite au commissariat. Et je ne veux pas sur le moment, parce que c'est me confronter à quelque chose... voilà, je ne peux pas l'admettre, en fait. Et elle a eu un réflexe que j'ai trouvé extraordinaire. Elle me dit, ok, j'entends. Tu vois, ce mec-là, en fait, si tu fais rien, il sera encore à la plage cet été. Et puis ta sœur, elle vient là cet été. Et oui. Et l'idée que ce mec pouvait rôder autour du transat de ma sœur... En fait, on y est allé tout de suite. D'accord. Donc, tu as porté plainte contre ce type. Et ça t'a fait quoi de faire cette démarche-là? Tu t'es sentie Pour moi, ça a soulagée? été extrêmement difficile. Ouais. Extrêmement difficile. Je n'ai pas été capable de faire une confrontation.
tu vois, depuis 2007, on est quand même loin. Hein. Je continue à me dire que c'est de ma faute. Enfin, c'est pas des trucs qui partent comme ça. Hein, tu vois. Tu le recroisais, ce mec Je l'ai jamais recroisé. Non. J'ai appris que j'étais pas la première. C'est la flic qui me l'a dit. D'accord. Mais sur le moment, les policiers m'ont quand même emmenée sur les lieux pour que j'identifie, qu'ils puissent l'interpeller. Et en fait, je me suis mise à vomir partout. J'ai tourné de l'œil. D'accord. Et donc, je suis rentrée dans une phase où je parlais pas à beaucoup de monde, en fait. Enfin, tu vois, tu me demandes est-ce que j'en ai parlé, mais en fait, j'étais choquée. Du coup, je suis devenue extrêmement provoque. C'est-à-dire que plus les mois passaient, plus les jupes étaient courtes, plus je voulais séduire. Enfin, en fait, je voulais reprendre... Aujourd'hui, je le comprends comme ça, que je voulais reprendre une forme de contrôle sur ma séduction. Moi qui n'étais jamais sortie en boîte de nuit, je me suis mise à sortir en boîte de nuit pour aller pécho. Et du coup, ça a été une période où, en fait, je croyais reprendre confiance, mais je m'abîmais encore plus. Là, t'avais quoi comme âge à peu près 27 ans. 27, d'accord. Donc 27, presque la trentaine, c'est aussi un âge où peut-être tes copines commençaient à construire leur vie. L'enfer. Les mariages se multiplient, les bébés arrivent. C'est ça. Et je me dis, mais moi, je suis tellement à Babelwed de ça m'arrivera jamais. Et puis comme en plus, j'en parle, mais pas à tout le monde quand même, et que je suis l'aigle noir, hein, je suis pas spécialement invitée au mariage. Enfin, j'arrive pas à me réjouir, en fait. Ouais. Et j'ai du mal à me réjouir pour les autres. Bah oui, forcément. Voilà. Et puis, je finis par rencontrer un garçon, donc à 29 ans. Je tombe folle amoureuse. Lui aussi tombe fou amoureux. Il a déjà été marié, il est divorcé, il a un petit garçon. Il me dit que je suis la femme de sa vie. Tout ça est très rapide. Hein. Ouais. Et je tombe enceinte au bout d'un mois et il me refait le même coup que l'autre. Donc, 2e avortement. Avec le même schéma. Avec le même schéma. Où en plus, il me culpabilise énormément, que je peux pas lui faire ça, que je peux pas faire ça à son fils. Et comme je ne travaille pas, puisque je sors, moi, d'un an de suivi pour mes yeux, que je commence à peine à avoir des repères, que je sais pas où j'en suis, que je suis larguée professionnellement. C'est très dur pour moi, à ce moment-là, de m'intégrer Tu parles. dans la société. Ouais. Et donc ce type te largue et tu te retrouves à nouveau seule avec un avortement. Un 2e avortement, ouais. À vivre, quoi, à traverser. Tu choisis la même façon Non, pas du tout. Je suis incapable de faire un avortement par voie médicamenteuse. Ouais. En revanche, je ne veux pas être totalement endormie parce que je veux tout voir, comme si je voulais me punir. D'accord. Voilà, je veux entendre les bruits, je veux voir le médecin, je veux voir son regard. Donc je veux tout vivre. Donc, anesthésie locale et curetage. Voilà. À combien de semaines tu fais ça ? Je m'en souviens pas. Tu t'en souviens pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est en mars 2009. Ok. Et que là, pour le coup, mon père a un élan salutaire. Il me dit que je peux... Enfin, je me renferme évidemment sur moi. Il me dit non, là, c'est plus possible en fait. Tu peux pas rester sans travailler, tu peux pas ruminer sur toi, là, va falloir que tu te bouges le cul. Parce que, en fait, soit tu rentres dans la vie, soit là, tu vas continuer de t'enfoncer. Ça te fait du bien d'avoir l'attention de ton papa à ce moment-là ? Sur le coup, c'est très violent parce qu'il me ménage pas, quoi. Ah ouais. Il dit, tu vas te bouger le cul. Mais parce qu'il avait fait d'autres choses avant. Hein. Ils ont pas découvert que j'allais pas bien. Mais en fait, mon père m'a fait beaucoup réfléchir, justement. Et c'est quelque chose que je répète beaucoup quand les gens disent il faut trouver la cause absolument quand on va pas bien pour guérir le symptôme. Mon père avait eu une phrase que j'ai trouvée géniale. Il me dit, tu sais, on se rend compte que parfois guérir le symptôme aide à guérir la cause. Par exemple, donner des antidépresseurs à quelqu'un, ça va lui permettre d'avoir accès au problème. Et c'est pas en comprenant le problème qu'il va pouvoir aller mieux, parce que parfois on n'est pas capable d'aller creuser si loin. Et il me dit, toi, tu es quelqu'un qui a toujours été dans l'action. Si tu restes à te regarder le nombril et à déprimer chez toi, tu ne t'en sortiras jamais. Donc toi, en fait, guérir ton symptôme, ça va être de rentrer dans la vie active. Et donc, je fais ce qu'il me dit. Je trouve un boulot en agence de communication. D'accord. Le 2e appartement, mars 2009. Je commence à travailler en septembre 2009 et j'ai mon premier rendez-vous avec celui qui deviendra le père de ma fille en octobre 2009. Ah oui, tout ça se fait dans la foulée. Voilà. On va l'appeler Albert.
Appelons-le Albert, Voilà. Ça sera plus pratique. Donc le futur père de ta fille, tu le rencontres dans quel contexte? Au boulot, justement? Non, alors en réalité, je l'avais rencontré pas mal d'années plus tôt en cours de théâtre. D'accord. Il m'avait beaucoup plu. Il était élève? Oui, on était tous les deux élèves. C'était au moment de mon avortement, en fait. D'accord, donc du premier avortement. Le premier avortement, donc j'allais pas très bien. J'ai toujours fait du théâtre, j'ai toujours écrit, etc. Et je me suis dit, je vais en faire, ça va me changer les idées, je vais me plonger dans les textes, etc. Puis je l'avais rencontré là, puis on s'était totalement perdu de vue, j'avais pas de nouvelles. Il m'a recontacté sur Facebook à l'époque, c'était ça. Oui, ce bon vieux Facebook, voilà, en 2009. En me disant, parce qu'il était parti vivre aux États-Unis, etc. Il me dit, écoute, je suis de retour en France, comment tu vas, qu'est-ce que tu deviens, on prend un café. Bien sûr. Bien sûr. Puisque c'était ta nouvelle vie, là, la nouvelle Sarah qui renaissait de ses cendres. Exactement. Ok. Et alors, votre histoire démarre comment? Sous quelle vibe? Il est comédien, alors, à ce moment-là? Il est devenu comédien? Non, pas du tout. Mais bon, il a quand même un côté artiste, puisque il vient d'une famille de stylistes et il travaille, en fait, avec son père. D'accord, dans la mode. Dans la mode. Ok. Donc je trouve ça super cool. Hyper sexy. Il est très drôle. Il est brillant. Enfin, je me dis, c'est mon prince charmant, en fait. Enfin, le prince charmant était là. Sauf que, en fait, on se fréquente pendant 6 mois, mais il me met des vents. Enfin, en fait, on dîne ensemble 3 fois par semaine, on passe notre temps ensemble, mais jamais il m'embrasse. Enfin, il se passe rien. Pendant 6 mois? Pendant 6 mois. Et moi, je me dis, mais je suis en train de devenir folle. Et je me dis, te fait languir. Voilà. Et mais vous le dites, ou tu lui dis quand est-ce que, Ah non, parce que moi j'en suis incapable. Ah ouais, toi t'es pétrifiée. Je suis pétrifiée. Et puis il n'est pas question d'exprimer un désir. Puis je n'ai aucune assurance en fait. A priori, t'as confiance en lui, en ce garçon. J'ai totalement confiance en lui parce que je vois en lui quelqu'un d'extrêmement abîmé. Il se confie sur sa vie et je me dis, en fait, on est 2 éclopés et on va s'en sortir ensemble. Il te touche, il t'attendrit, mais il ne t'embrasse pas. Jamais. Et il n'a pas de gestes de tendresse envers toi, de petites caresses, de je te prends la main, de je te prends dans mes bras? Jamais. Non. Jamais. Mais il est extrêmement jaloux. Si je déjeune avec des collègues hommes, je sens que je deviens essentielle dans sa vie, mais qu'il y a un blocage que je ne m'explique pas. Et je me dis, ça va bien finir par arriver. Et un soir où son meilleur ami m'appelle, il me dit, je suis avec Albert. Est-ce que tu vas comprendre que c'est à toi de faire le premier pas? Il est terrorisé, il est fou de toi, allez, rejoins-nous. Et l'autre, il est derrière en train de dire, mais tais-toi, Et je me dis, mais je suis conne en fait. Donc ça doit te faire trop plaisir. Voilà, je me dis, je ne suis pas folle. Oui. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose. Et donc je fonce, j'arrive. Et ils avaient déjà 2-3 coups dans le nez. Et puis du coup, on boit 2-3 verres ensemble. Et l'ami s'éclipse. Et Albert est totalement bourré. Et je finis par faire un pas vers lui. Il me dit, mais j'ai trop peur. Je ne sais pas si je peux assumer, si je suis assez fort pour une histoire. Du coup, je l'embrasse, on s'embrasse. Il est bourré, je le raccompagne chez lui, il me dit reste avec moi. Bon, qu'il se passe rien, mais voilà. Le lendemain, je suis la joie personnifiée. Parce que vous avez passé la nuit ensemble. Parce que ça y est, quoi. Voilà. Collés l'un à l'autre, mais il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé, mais c'est bon, les barrières sont tombées. Oui. Voilà. Et il m'écrit un SMS comme quoi il aimerait bien qu'on dîne ensemble le soir. Donc moi, je suis super heureuse. Le soir, j'arrive, je vais pour l'embrasser sur la bouche. Et là, il me repousse, il me dit attends, t'es quand même pas une ado qui croit que parce qu'on s'est embrassé une fois, ça y est, on est ensemble. Là, c'est la douche froide. Je me dis, je vais m'en aller, en fait. Et là, commence, en fait, cette relation folle de c'est pas toi qui vas décider de comment ça se passe, mais je ne peux pas me passer de toi. Et là, je le vois entrer en panique totale. Il fait, mais non, mais reste avec moi. C'est pas parce qu'on n'est pas officiellement un couple qu'on n'a pas une attirance. Il me dit, c'est complètement... c'est un truc d'adolescent, quoi. T'imagines bien qu'une relation, ça se construit sur le long terme. Et je me dis, oui, ça se construit sur le long terme. Mais et en fait, je suis perdue. Il y a de quoi. Et ça commence comme ça. Et en fait, ça va durer comme ça pendant 10 ans. Parce que lui n'aura de cesse de jouer comme ça sur ces 2 tableaux de chaud, de froid, de fuis-moi je te suis, fuis-moi je te fuis, je te donne un peu, mais en fait je me retire immédiatement.
C'est exactement ça. C'est-à-dire, je veux qu'on soit ensemble, mais il a mis 4 ans à me présenter à sa famille, à admettre qu'on était en couple. Moi, je lui dis, mais qu'est-ce que je suis en fait ? Bah oui. T'es la personne la plus importante de ma vie, mais tu comprends, moi, mes parents, ils ont divorcé, le couple, j'y crois pas, patati. Enfin, tout était justifié dans sa construction. Et je voyais qu'il était sincère. Je voyais que ça le faisait souffrir de pas être capable de faire plus. Et en même temps, j'avais personne d'autre non plus. Et à mesure que le temps passe, à 29 ans, c'est une chose. 33, 34, t'es une fille, t'as envie d'avoir un bébé. Tu te dis, je suis pas loin de l'horloge biologique. La gynéco qui te dit, vous en êtes où ? Là, faut commencer à y songer. Enfin, en fait, la société te culpabilise. Bien sûr. Et du coup, je me dis, bon, mais vu le temps que ça m'a pris pour trouver quelqu'un, oui. je vais jamais y arriver. Là, moi, autour de moi, tout le monde est marié, tout le monde a des gosses. Et en fait, je suis piégée dans cette relation jusqu'au jour où, en 2013, je tombe enceinte. C'est un accident. En fait, j'ai une gastro. Je me rends pas compte qu'en fait, j'ai probablement vomi ma pilule avec la gastro et je tombe enceinte. Mais avec Albert, vous avez déjà parlé d'enfants, justement, de construction de famille. Ah oui, tu lui en parles tout le temps. Tout le temps. Mais concrètement, c'est quoi votre vie là ? Vous habitez ensemble au bout d'un certain temps ? Vous vous voyez comme un couple ? Vous avez une vie sociale comme un couple ? Ou pas du tout ? Pas du tout. On se voit tous les soirs. Sauf que tous les soirs quand même. Sauf que je ne sais jamais. En fait, j'attends toujours 19h pour savoir s'il a envie, s'il me passe le coup de fil pour me dire à quelle heure on se retrouve. Ah oui, d'accord. Toi, tu n'as la main sur rien. Ah, sur rien. Sur rien, parce qu'en fait, j'ai l'impression que je suis plus en demande que lui, et que c'est lui qui fait l'effort de vouloir être avec moi, de renoncer finalement au fait de ne pas vouloir être en couple dans la vie, de ne pas vouloir s'engager, et que celle qui veut le plus s'engager parce qu'elle veut un enfant, c'est moi. Et qu'en gros, je dois lui montrer que je peux correspondre à l'idée qui se fait d'une mère potentielle. Et donc, je dois cocher les cases. Et c'est quoi ces cases pour lui ? Enfin, il t'en parle, ça, de ce que lui attend ? Justement, de ne pas être dans la dépendance, de ne pas lui mettre de pression. Sauf que moi, chaque mois où j'ai mes règles, c'est encore l'échec. De ne pas donc lui coller mon horloge biologique dessus, de régler avec ma psy mes problèmes de dépendance à la maternité. Ouais. Il a le même âge que toi ? Il a 3 ans de plus que moi. Ah oui, en plus, il est un peu plus âgé. Il est plus âgé, il fait quasiment 1m90, il est semi-pro en basket, il est vraiment beau, intelligent. Successful, il a un métier sympa. Voilà, il a beaucoup d'argent, donc il y a aussi une question de classe sociale. Parce que moi, j'ai un père médecin, mais moi, j'habite en face d'une cité quand je suis ado. Je travaille, mais rien à voir avec lui, en fait. Vous n'avez pas la même réussite, selon toi. Pas du tout. Donc, tu te sens inférieur à lui. Donc, c'est pour toi normal d'attendre le coup de fil quotidien. Exactement. Qui va déterminer si tu vas le voir ou pas, quoi. Oui, et puis il y a ce que je raconte aussi dans 125 et des milliers, il y a l'épuisement. Parce que plusieurs fois, je l'appelle pour savoir si on se voit, et en fait, ça déclenche de telles disputes de pourquoi tu me mets la pression, de pourquoi ceci, de c'est encore que tu as eu tes règles, c'est encore que tu as vu ta famille et que du coup ils t'ont monté la tête pour avoir des enfants, enfin des disputes en fait où ça dure pas 1 heure, ça dure 3 jours. Qui débarquent chez moi à 3h du matin pour qu'on s'explique alors que je travaille le lendemain, que en fait tout est disproportionné. Et donc comme moi je travaille, une nuit où je dors pas parce qu'on s'est disputé, du coup, c'est une nuit où j'encaisse de la fatigue, où par la suite, je dois me tenir à carreau pour lui montrer que, donc c'est encore de la fatigue, du stress. Et en fait, c'est ça dont les gens se rendent pas compte, c'est que t'es tellement épuisé dans le contrôle, tu surveilles tellement chaque intonation, chaque attitude, tu fais tellement des calculs pour pas énerver l'autre, que tu n'arrives même pas à envisager que autre chose est possible. Bien sûr. Et donc, 2013, je tombe enceinte. Donc là, vous n'habitez pas ensemble. On n'habite pas ensemble. Il prend un appartement dans la même rue que moi parce qu'il veut qu'on soit prêts, mais pas ensemble, parce qu'il n'est pas capable, que je ne suis pas assez ordonnée pour lui, que je ne suis pas assez accro au ménage pour lui. Socialement, vous voyez des potes ensemble ? Non, aucune vie sociale en commun. Personne. Et puis d'abord, j'ai plus d'amis, puisque du coup, tout est pour lui. Bah oui, puisque tu attends tous les soirs son coup de fil. En fait, je suis sa chose. C'est-à-dire qu'il peut pas supporter que je décide, mais en même temps, il peut même pas imaginer que je vais le laisser.
D'accord. À chaque fois que je dis c'est terminé, moi je peux pas en fait, je veux une famille, je veux un enfant, une vie normale surtout. Et voilà, et je lui dis, et plusieurs fois je dis je vais me jeter par la fenêtre, et j'ouvre la fenêtre et il me retient, il me fait mais tu vois bien que tu peux pas, et en fait il ne me laisse pas le quitter, et je lui dis mais comment je fais alors ? Moi, je peux pas te forcer à avoir un enfant si t'en veux pas dans la vie. Mais moi, j'en veux, en fait. Et il me répond à chaque fois, mais c'est pas que j'en veux pas du tout, c'est que là, tout de suite, on n'est pas prêt, que là, moi, je suis pas prêt. Il faut quand même que on habite ensemble avant d'avoir un enfant. Et puis là, étant donné qu'on se dispute tout le temps, c'est pas possible. Enfin, c'est pas de ma faute si on se... Enfin, en fait, c'est un dialogue de fou. Enfin, d'ailleurs, c'est un monologue de fou. Ouais, c'est ça. Il te dit qu'il t'aime ? Parce que tu dis que t'es essentiel à sa vie, t'es sa chose et tout, mais comment ça se verbalise, ça ? Mais parce qu'il y a des moments de tendresse aussi. Il y a des moments de tendresse. Bien sûr. Les bourreaux, en fait, dans les relations toxiques, ne sont jamais des bourreaux 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est ça. Donc, il y a des moments... Il souffle le chaud et le froid en permanence. Mais il le fait pas exprès, il l'est comme ça. C'est aussi quelque chose que j'explique aux victimes, c'est-à-dire que... on n'a jamais l'impression de quitter un homme violent, on a l'impression d'abandonner cet homme. Parce qu'on est essentiel et que moi, j'avais l'impression que si je le quittais pour me protéger, j'abandonnais quelqu'un au lieu de le sauver. Et que sans moi, il allait mourir. Parce que c'était ce qu'il me disait. T'as l'impression d'avoir en face de toi un type extrêmement sincère et donc ce qui te fait, j'imagine, te sentir toi d'autant plus folle et d'autant plus ingrate et de ressentir encore plus de culpabilité d'envisager de quitter. Les violences, donc au départ, elles n'étaient que psychologiques, que entre gros guillemets, mais donc l'emprise a commencé comme ça, avec... Tout à fait. Ce jeu quotidien qu'il te faisait subir d'incertitude, de flou, qui faisait que toi, t'étais perdue. Enfin, c'est ce que tu dis, on sent que t'étais complètement à côté de toi, presque. Voilà. Ah, mais de toute façon, c'est le principe même de la sidération. C'est-à-dire que quand tu vis un choc, qu'il soit verbal, psychologique, peu importe en fait, physique, la sidération dans le cerveau, ça implique une dissociation. C'est ça. Et tu te mets à assister à ta vie comme le spectateur en fait d'un film. Et c'est aussi pour ça que les victimes ont du mal à se rendre compte déjà de ce qu'elles vivent et qu'elles ont du mal à réagir parce que clairement, t'es anesthésiée. Dans le livre, si tu veux, j'ai interrogé ce que j'ai appelé les témoins. Et j'ai fait une interview de ma mère. Et ma mère me disait, mais t'étais tellement devenue tarée. Enfin, elle ne le dit pas comme ça. Quand on est partis de la maison, mon frère, ma sœur et moi, nous qui avions jamais été religieux, on s'est mis à faire Shabbat, entre guillemets, mais c'était plus l'occasion de se réunir le vendredi soir. Et Albert, donc était invité toutes les semaines, il disait non parce qu'il avait le basket. Et donc, il m'avait monté la tête en disant qu'en fait, mes parents faisaient exprès de l'inviter pour qu'il refuse. Et donc, j'avais demandé à mes parents si on pouvait pas faire Shabbat le jeudi soir. Bien sûr. Changeons Shabbat pour Albert. Ah ouais. C'est-à-dire qu'elle me dit, mais tu te rends compte que t'en étais arrivée à ce stade. Et toi, t'y croyais. Tu disais, oui. Le judaïsme, ça a presque 6000 ans. Et moi, j'arrive, je fais, ça vous dit pas qu'on fasse Shabbat le jeudi ? Parce qu'Albert, il n'est pas dispo le vendredi, du coup. Ça m'arrangerait. Voilà. En fait, c'est des extrêmes que voient les autres. Voilà. Mais que toi, tu n'entends pas, quoi. Mais pas du tout. Donc, tu tombes enceinte d'Albert en 2013. 2013. Alors, comment ça se passe, la découverte de cette grossesse et l'annonce à Albert ? Parce qu'il a bien fallu lui dire, non ? Oui, j'ai pas mes règles. Et là, je vais avoir 34 ans. En fait, on est en août 2013. Je suis née en fin septembre. D'accord. Donc, je vais avoir 34 ans. Pour moi... t'es déjà à plus 10 ans de ton, normalement, objectif familial aussi. Et premier avortement. Et j'ai très peur. Mais j'ai une peur que je ne m'explique pas. Je lui dis que j'ai pas mes règles. J'arrive pas à lui dire que je suis enceinte. Et là, c'est pétage de plomb. Parce que je le mets face à une responsabilité qu'il n'est pas prêt à assumer. Que je vais gâcher la vie de 3 personnes, la sienne, celle de l'enfant et la mienne. Que comme je ne veux pas avorter au départ et que je lui dis, il pète encore plus les plombs, il vient chez moi, il casse tout. Et il me dit que si j'avorte pas, il m'avortera à coups de poing. Il casse la clé dans la serrure, je me retrouve enfermée chez moi. Donc, en plus, moi, avec mon vécu, me retrouver séquestrée dans un endroit, c'est un truc qui me fait totalement paniquer. L'enfer. Toi, comment tu réagis là sur le moment ? Tu hurles aussi ? Je suis
en pleurs, oui, j'ai ce sentiment c'est un film que je suis en train de regarder, mais il est fou, il va me tuer. Et en même temps, je vois qu'il souffre et je me dis, mais je suis un monstre de lui faire ça. Je me dis ça. Je me dis, parce que pour en arriver là, c'est que ça va vraiment pas. Et je me dis, effectivement, en fait, je vais tuer 3 personnes. Oui, il arrive à te convaincre de ça. Et qu'est-ce que tu décides au fond de toi-même là ? Tu te dis, je repars pour un 3e avortement ? Je me dis, je sais pas, non. Ma famille est très présente et me dit, écoute, Sarah, c'est pas une petite histoire, ça fait presque 4 ans que vous êtes ensemble. Et du coup, je me dis, je vais le garder, mais en même temps, il continue de me harceler pour que je ne garde pas cet enfant. Et je vis une déchirure, et la déchirure psychologique se manifeste en déchirure physique puisque je fais une fausse couche. Voilà. D'accord. Ah oui. Et qui est pour moi d'une douleur... J'ai eu plus mal pour ma fausse couche que pour mon accouchement. Je me souviens de la douleur de la fausse couche comme si c'était hier. Et en fait, c'est là pour moi que la véritable bascule a lieu, parce que je lui ai dit que je voulais plus lui parler, qu'on était séparés. Et en fait, la petite musique de la culpabilité se remet en marche. Bien sûr. Je repense que je l'ai confronté à ses démons, au lieu que ce soit quelque chose dont on parle, ce qu'il me dit au téléphone, puisque en plus... il m'envoie chaque jour des messages d'amour, comme quoi il ne peut pas se passer de moi, qu'il est tellement triste, etc. Post-fausse couche. Post-fausse couche. Ok. Il n'a jamais été aussi romantique, etc. Il me dit qu'il souffre énormément. Il te dit, promis, un jour on aura un enfant ? Oui, il me dit qu'il a bien compris que c'était important pour moi et qu'il me promet qu'on va en parler maintenant. Et donc j'y retourne. Sauf qu'on n'en parle pas. Et c'est reparti comme avant pour arrête de me mettre la pression, sauf que là du coup, à la moindre dispute, ce qui arrive quand même chaque semaine, il me reproche d'avoir voulu condamner à la paternité, de lui avoir fait un enfant dans le dos, ce qui n'est pas le cas. Je suis une méchante et je dois en assumer les conséquences. Et c'est quoi, assumer les conséquences de cette méchanceté, pseudo-méchanceté ? C'est-à-dire par exemple d'être tout le temps joignable, puisque comme il n'a plus confiance en moi, il n'a plus confiance quand je vais au travail. Okay. Donc ça veut dire que même des réunions importantes, je dois toujours avoir mon portable à côté de moi, que s'il y a un problème, je dois venir. Donc tout abandonner pour aller le retrouver. Je travaille à plus d'1 heure de métro de chez moi, mais que je dois être rentrée pile à 7 heures parce que sinon il digère pas s'il dîne trop tard. Donc ça me vaut des problèmes au travail, que je ne dois plus, ou en tout cas le moins possible, aller voir mes parents, et que si j'y vais, je dois m'entraîner ensuite parce que quand je vois mes parents, je suis perturbée et donc il faut que j'aille gérer mes hormones et ma colère en courant un bon coup. Ah, il te force à faire de l'exercice physique ? Ouais. Il me dit qu'en fait, il veut pas me voir si... En fait, la violence, c'est très rarement... on te met pas le couteau sous la gorge pour faire les choses. Ouais. On te traumatise avec des disputes totalement disproportionnées qui font que du coup, tu veux tout faire pour pas provoquer la dispute. C'est ce qu'on appelle le contrôle coercitif. C'est-à-dire que je te contrôle et je te fais miroiter la punition, qui est une punition affective, en fait. En gros, si tu suis pas les règles, ciao, bye bye. Tu te sentais amoureuse de lui ? Je ne sais pas ce que c'est, en fait. En fait, sur le coup, j'ai envie de te dire oui. Mais aujourd'hui, non, en fait, c'est pas ça. Oui. tu vois ce que je veux dire ? Mais comme je ne connais pas autre chose, que du coup, je ne sais pas ce que c'est. Oui. T'as aucun repère sur l'échelle de l'amour. Non. Je sais que c'est pas ce que vivent mes parents, mais en même temps, je sais que je suis tellement différente de ma mère et que je m'en veux déjà tellement d'être une personne nulle, immonde, patati patata, que de toute façon, je sais que j'y ai pas droit à ce qu'elle vit, ma mère. Donc tant qu'à faire, pourquoi pas être avec ce type qui a toutes ses qualités, qui a quand toutes même ses à qualités, tes yeux. Et bien sûr, et il fait des efforts à son niveau, si tu veux. Il me dit, je suis toujours pas prête qu'on vive ensemble, mais je t'autorise à laisser quelques vêtements chez moi, et comme ça, quand une fois par semaine tu dors à la maison, tu as des affaires. Sauf qu'à chaque fois qu'on se dispute, il me ramène mes affaires dans un sac poubelle en bas de mon immeuble, et il m'envoie le message parmi la centaine d'autres SMS dégueulasses que je reçois. Tes affaires sont en bas de chez toi. Et donc, je dois me grouiller à 4h du matin en pyjama, récupérer mes affaires et tous les cadeaux que je lui ai faits depuis 2009 dans des sacs poubelles à côté des vides ordures.
Donc là, ça fait déjà 4 ans que vous êtes ensemble, une grossesse et une fausse couche à votre actif, et des discussions sur une éventuelle construction de famille qui finalement n'arrivent jamais, vraiment. Toi, tu lui en reparles tout le temps. Déjà, enfin même sans en parler en fait, tout simplement parce que quand j'ai mes règles, je pleure. Est-ce que tu lui mets un ultimatum ? Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Il n'est pas du tout sensible aux ultimatums, donc j'ai déjà essayé, ça marche pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'arrive à 37 ans à peu près, je me dis ça y est, c'est foutu en fait. En fait, jamais personne m'aimera. Je trouverai jamais quelqu'un. Donc je me dis, j'ai plus qu'à tout accepter, à ne plus jamais en parler et à souffrir en silence en espérant un miracle. Mais en restant avec Albert. Ah bah oui, parce que c'est le seul... Mais parce que je me dis, mais jamais... déjà, je me rends bien compte que je vais pas très bien, que je n'ai plus d'amis autour de moi. Je n'ai plus personne. Donc, il n'y a personne pour te secouer, t'ouvrir les yeux et te dire « Mais regarde, Sarah, ça fait des années, là, 5, 6, 7, 8 ans que t'es avec ce type et qu'il te fait souffrir. » Bah oui. Personne ne te dit ça. Quand j'ai 37 ans, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. 8 ans, ouais. Donc, toi, tu vivais quasiment comme une recluse. Mais totalement. Totalement comme une recluse. Mais comme toutes les femmes victimes de violences, en fait. C'est ça le contrôle coercitif. Contrôle coercitif, c'est une cage invisible. Et t'es tellement dedans, t'es tellement épuisée, parce que quand ça fait 8 ans que 3 fois par mois, il y a 3 jours où tu dors pas, parce que lui, les disputes avec lui, c'était essentiel de mettre les mots sur les choses et de parler pour qu'on soit bien d'accord sur mes torts. Ça pouvait durer 8 heures d'affilée, où fallait que je demande si je pouvais aller aux toilettes, où je pouvais pas manger, où il me mettait une bouteille d'eau à côté de moi si j'avais besoin de boire, et où il me répétait en boucle la même phrase, qui était fausse, qui était son interprétation pour moi de la situation, jusqu'à ce que je lui dise « ok », et que du coup je sois autorisée à demander pardon. C'était presque du lavage de cerveau, quoi. Et en fait, quand tu vis ça plusieurs fois par mois pendant des années, c'est même pas que t'es à côté de la plaque, c'est-à-dire que t'es un zombie. Pendant toutes ces années, il ne te frappe pas ? Alors, il me secoue, il me plaque contre le mur, du coup je tombe, mais non, c'est pas... pour moi, en fait, je ne fais pas de différence. Je ne fais pas de différence parce que, avec le livre 125 et des milliers, j'ai appris que dans 60% des cas de féminicide, les femmes n'avaient jamais été frappées avant le jour de leur mort. Que le point commun, en fait, c'est la violence psychologique. Bien sûr. On imagine des coups. Non, c'est pas une systématiquement, graduation. Quasiment. Mais en fait, pas du tout. Le danger n'est pas une graduation. Dans l'immense majorité des cas, les femmes qui meurent n'avaient jamais subi de violence physique avant le jour de leur mort. C'est important de le dire, ça. Voilà. Donc, les années passent. Après cette fausse couche, comment tu ressors la tête de l'eau, toi, après ça ? Alors, ce qui m'aide quand même déjà au départ, c'est que j'écris depuis que je suis toute petite et je suis enfin éditée. Ah, donc c'est pas rien, ça. C'est pas rien. Mon premier roman sort justement en 2017, à 37 ans. Ok. Et où je me dis, ça, il peut pas me l'enlever. En fait, mon rapport à l'écriture, c'est moi, c'est ma bulle, en fait. Personne d'autre ne rentre là-dedans. Ouais. Alors, il conditionne toute ma vie d'écrivaine. Je n'ai pas le droit de faire des salons, je n'ai pas le droit de me déplacer, j'ai pas le droit de faire trop d'interviews, de parler de ma vie privée dans les médias, ils surveillent tout sur mes réseaux sociaux, voilà. Mais, en tout cas, ce que j'écris, c'est à moi. Ouais. Vous n'habitez toujours pas ensemble ? Non. Donc, ton livre sort, et alors les répercussions sont positives Dans ma vie d'écrivaine, oui. Ouais. Maintenant, dans notre vie à nous, bof, puisque c'est l'écrivaine, quoi. Enfin, en fait, dès que j'émets un désir, c'est ça y est, tu te la pètes, redescends sur terre. Mais bon, vu que j'écris beaucoup, et mon 2e livre sort rapidement, le 3e aussi, le 4e... Et pendant ces années-là, Albert a toujours la même attitude envers toi, de mépris absolu pour ton activité professionnelle ? Alors lui, il n'appelle pas ça comme ça, il dit qu'il est très fier, qu'il est très content pour moi, mais qu'il y a la limite qui est claire, quoi, dans ce que je peux faire ou pas. Où en sont les discussions autour de l'enfant pendant ce temps-là ? Vu qu'apparemment, ça devient plus important pour moi de mener une carrière d'artiste, il va falloir que je fasse un choix. D'accord. Oui, donc il va se servir d'un désir pour rencontrer un autre, en fait. Ça. D'accord.
Donc à ce moment-là, c'est l'enfer. C'est l'enfer, quoi. C'est des disputes tout le temps. En fait, je peux pas renoncer à écrire parce que c'est ma bouée de sauvetage. Et je peux pas renoncer à l'idée de devenir mère parce que c'est le sens de ma vie. Donc je vis une torture quotidienne. Et le fait d'être publié comme ça, d'avoir, de commencer à avoir un nom, d'être en interaction avec cette maison d'édition, forcément plein de gens, enfin je veux dire, quand on sort un livre, enfin quand on l'écrit, quand on est édité, quand on le sort, ça crée des interactions sociales, professionnelles. Ça te fait pas du bien d'avoir ces échanges-là avec l'extérieur ? Alors non, parce qu'en fait je suis terrorisée qu'il appelle et de devoir partir. De devoir partir ? Parce que quand il m'appelle, s'il me dit stop pour pendant une réunion ou à une séance de travail, un truc comme ça. Ah oui. Oui, il te tient en laisse, en fait, en permanence. Voilà, et je suis terrorisée. Parce que s'il appelle, en fait, je suis obligée de répondre. Et même si c'était pour ne rien me dire, je suis obligée de lui parler. Il use de cette arme tout le temps. Il t'appelle donc toute la journée. Il sait que je vais voir mon éditeur, il va m'appeler. Et il sait, en plus, Albin Michel, ça capte pas à l'intérieur. Donc à chaque fois, je lui dis, j'ai rendez-vous à telle heure, ne t'inquiète pas, si je réponds pas de telle heure à telle heure, c'est parce que ça ne capte pas. Et donc il me dit, sors régulièrement. C'est comme si tu avais un tracker sur la peau et que tu avais besoin de lui donner des points de balise comme ça toute la journée. D'accord. Et finalement, tu retombes enceinte. Je ne sais toujours pas comment. Tu sais toujours pas comment, parce que vous n'avez quasiment plus de vie sexuelle ? Quasiment plus. Le seul rapport qu'on a ce mois-là, il n'est pas du tout dans mon cycle. Alors je t'avoue que je prends ma pilule ou je la prends pas, ou de toute façon je me dis c'est mort. Ah ouais. Mais vraiment, j'ai 38 ans, on n'a quasiment plus de rapport. C'est foutu, quoi. Votre seul lien, c'est les disputes, en fait. Ouais, c'est ça. Et je tombe enceinte. Et là, en fait, je sais que quoi qu'il arrive, je vais la garder. En fait, je sais que je suis enceinte avant d'en avoir la preuve. Et je ne sais pas comment. Je suis tellement persuadée d'être enceinte que je prends rendez-vous sur Doctolib avec une gynéco à côté de chez moi qui n'est pas mon gynéco pour faire une écho. D'accord. Et je fais une écho et elle me dit « non, pardon, mais vous êtes... il n'y a rien, quoi. » Je vous dis que je suis enceinte. Je vous dis que j'attends une petite fille, je le sais. Donc là, je crois qu'elle est à 2 doigts de m'envoyer vers les urgences psychiatriques. Et je suis tellement, moi, convaincue qu'elle me dit, écoutez, revenez dans 10 jours, peut-être qu'on verra quelque chose. Ouais. Entre-temps, tu fais un test de grossesse ? Oui, j'en fais un, mais c'est pas clair, quoi, tu vois ? Bah oui, parce que c'est tellement tôt. Et donc, je sais pas, j'y retourne et je suis enceinte. Et t'es bien enceinte. Et elle m'a dit, écoutez, je pense que vous êtes venue peut-être le jour où vous êtes tombée enceinte. Mon Dieu. Et là, tu te dis, celui-là, je le garde. Je me dis, mais quoi qu'il arrive, de toute façon, j'ai 38 ans, c'est bon. Si j'avorte, je ne lui pardonnerai jamais. Oui. Donc, de toute façon, notre histoire est morte. Oui, donc autant garder l'enfant. Voilà. Comment se passe l'annonce à Albert ? Alors, moi, comme j'ai déjà vécu, je n'aborde pas les choses du tout comme la fois précédente. Je lui dis évidemment que je me rangerai à sa décision, que s'il ne veut pas de cet enfant, je ne le garderai pas. Et puis après, je vais dans les toilettes et je parle à mon ventre. Je dis non, mais je lui mens, ne t'inquiète pas. Pour faire en sorte que ce soit lui qui prenne la décision. Voilà. Clairement, il réagit mal à la pression. Donc je sais que si je lui mets la pression, il ne va pas en vouloir. Okay. Et puis finalement, c'est payant parce qu'il dit je suis d'accord, mais je veux qu'il y ait des conditions. Okay. Et moi, en fait, j'entends pas les conditions. Puisque je me dis, je suis tellement comme une folle. Sauf que les conditions, c'est que personne, il veut que je vienne vivre chez lui quand on aura l'enfant. Donc pas avant, mais quand on aura l'enfant. Pas avant ? Non. Ok. Il veut que ça ne change rien à notre relation, à son mode de vie. Donc il veut en gros pas s'occuper du bébé. Que personne n'a le droit d'interférer sur ce qu'il veut comme éducation. Personne n'a le droit de monter chez nous. Il ne veut pas que les gens de ma famille viennent plus d'une fois à la clinique et pas plus de 15 minutes quand le bébé sera né. Et il veut pas que qui que ce soit porte le bébé pendant le premier mois parce qu'il veut que le bébé ne s'attache qu'à notre odeur à nous. En fait, des trucs... Mais qui sort d'où ?
De sa tête. De sa propre doctrine personnelle. Et ça me semble tellement fou que je me dis, non, de toute façon, le bébé va naître, ça tiendra pas, quoi. Comment se passe cette grossesse ? Est-ce que physiologiquement, tu te sens bien ? Est-ce qu'il y a... Alors, j'ai beaucoup de nausées les 3 premiers mois. Ouais. Mais bon, franchement, tout roule, quoi. Je fais le test, je fais la DPNI, parce que t'imagines bien qu'il ne supporterait pas d'avoir un enfant extraordinaire. D'accord. Ouais. Donc tout va bien. Et puis, alors évidemment, hein, j'ai un régime strict. Il me fait lui-même l'entraînement que je dois faire. Je dois aller à la piscine 3 fois par semaine. Mais en même temps, je me dis, c'est sa manière à lui de s'investir, tu vois. Il cherche les mouvements pour faire des abdos sans courir un risque pour le bébé. Enfin, voilà. Il faut que tu restes en forme, hein, globalement. Il faut que tu restes mince, il ne faut pas que tu prennes trop de poids, c'est ça ? Oui, il ne faut pas que je prenne trop de poids. Et puis, il faut que je me bouge. Enfin, voilà, il m'achète des bâtons de marche pour que j'aille marcher. Parce que c'est... voilà, donc j'habite au cœur de Paris. Je vais sur les quais de Seine marcher tous les jours 1 heure. Voilà. Ok. Donc, ah oui, il se transforme en coach, quoi. C'est ça. C'est ça. Ok. Est-ce qu'il se projette en tant que père ? Est-ce que vous parlez de l'après, quand le bébé sera là ? Pour lui, c'est clair dans les conditions. C'est inclus, dans les conditions qu'il a énoncées. Voilà. Il y a une chambre qui est prévue pour l'enfant chez lui ? Alors, il m'a autorisé à ce que la chambre, qui est la chambre d'amis, devienne la chambre du bébé, mais il ne veut pas que je la décore. Il ne veut pas que je perturbe son équilibre, déjà qu'il doit se faire à l'idée d'avoir un enfant. Mmh. Donc moi qui n'en peux plus, en fait, ça fait juste 15 ans que j'attends d'être enceinte, je veux juste acheter des berceaux, des peluches, des machins. Ah, donc il te serre la bride aussi là-dessus, ouais, évidemment. Il veut pas que j'achète, il faut que je lui fasse la liste de ce que je pense qui serait important d'acheter pour le bébé. Il me dit, lit, oui, table à langer, non, parce que franchement, dans la chambre, ça va être moche, tu la changeras sur le lit. Mes parents veulent acheter une poussette. Et lui, il dit non, le 1er mois, tu dois faire comme toutes les femmes avant qu'elles n'aient leur confort, c'est-à-dire le porter dans tes bras. Voilà. Ah, il a des idées très arrêtées. Très, très arrêtées. Est-ce que vous demandez le sexe de ce bébé ? C'est important pour lui ? Oui. Et pour toi voilà, moi aussi, ça je veux. Et puis de toute façon, moi je sais que c'est une fille. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est confirmé. Hein. Voilà, c'est une fille. Et lui, le fait d'attendre une fille, ça lui fait quoi ? Il est très perturbé. Pensait vraiment avoir son équipe de basket. Oui. J'imagine que ça ne doit pas forcément le réjouir. Pas tout de suite, non. Est-ce que ce moment de ta grossesse, c'est aussi l'occasion de voir plus vos familles respectives ou pas ? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et puis surtout, il me lâche pas. C'est-à-dire que même chez la sage-femme, il vient avec moi à tous les rendez-vous de chez la sage-femme. Mais du coup, ça devient trop parce que j'ai pas d'intimité. Il veut pas que j'annonce à mes parents quand je vais accoucher. C'est-à-dire qu'il faut que l'enfant soit né depuis un certain nombre d'heures pour que je le dise à ma famille. Enfin, et donc du coup, ah oui, il borde tout, quoi. Il borde tout. Et moi, je me dis, il va les priver de ça. Et c'est un moment unique, en fait, qu'ils n'ont jamais vécu. Et je vois même pas que pour moi, c'est grave. Je me dis, mais pour eux, ma mère me pardonnera jamais de ne pas lui dire, ça y est, je pars à la maternité. Bah, bien tu vois. sûr. Et du coup, chez la sage-femme, il lui dit, qu'est-ce que vous pensez des visites à la maternité ? Et elle, en fait, elle croit qu'elle a affaire à quelqu'un de normal. Et elle sait que les gens, ils défilent pendant des heures à la maternité. Donc, oui, donc il se démerde toujours pour avoir la réponse de la professionnelle qui appuie ses ordres à lui, parce que c'est même pas des conseils. Elle dit, c'est vrai, c'est bien si vous pouvez limiter, parce qu'il faut que la maman se repose. Elle est à 10 000 lieues de se dire que, en fait, là, il est juste en train de conditionner le fait que ma mère vienne une fois 15 minutes voir mon bébé. Et tes beaux-parents, tu n'as aucune relation avec eux ? Ils vivent dans le sud de la France. D'accord. On n'est pas... Vous n'êtes pas du tout proches. Non. Pendant toute cette grossesse, il y a quand même, on sait, il y a plusieurs rendez-vous médicaux. Alors, il y a les 3 échos obligatoires, mais il y a aussi d'autres rendez-vous. Toi, tu t'es jamais débrouillée pour te retrouver quand même seule à un rendez-vous, peut-être avec une sage-femme ou un autre professionnel de santé, et avoir ce moment-là à toi, je sais pas... demander conseil, peut-être... Parce qu'il m'a même fait changer de gynéco, en fait.
Ah, il t'a fait changer de gynéco. Ah oui, puisque je voyais du coup une autre gynéco qui ne l'aimait pas. Son ostéo est dans un grand cabinet médical avec plein de professions. Et il m'a dit ah bah écoute, tu vois, je t'ai trouvé un gynéco. Donc plus une gynéco, mais un gynéco. Ah. Ce qui, moi, me bloquait un peu. Mais je me suis dit, si je refuse, ça va être l'enfer. La maternité, tu as pu la choisir ? Non. D'accord. Donc une présence de chaque instant omnipotente sur ton corps et cette grossesse. Toi, tu as quand même réussi à vivre ces 9 mois de grossesse dans un semblant de joie et de connexion avec ton bébé, ou son attitude t'a volé ce moment ? On vivait pas ensemble. Oui. Donc oui, t'avais quand même des moments j'avais quand même seuls. mes moments. Et puis moi, ça a été extraordinaire, quoi. Mon bébé, je lui chantais des chansons, je lui avais écrit des paroles que j'avais mis sur l'air que ma maman me chantait quand elle était petite. Je lui parlais tout le temps. Je me suis même dit, bon, bah, si je ne survis pas à l'accouchement, je lui ai écrit toute notre vie. Donc j'étais, pour moi, on a été une équipe dès le premier jour, quoi. Il n'y avait rien qui pouvait atténuer cette joie. Ça, il ne te l'a pas enlevé. Non. Ouais. Juste vers la fin de la grossesse, je rêve d'un accouchement par voie basse. Enfin, je veux dire, je sens en moi que c'est mon unique chance d'avoir un bébé. Puis j'ai attendu ça toute ma vie, donc je veux vivre l'accouchement. Bah oui. Et puis il n'y a pas de contre-indication a priori. Du tout. Si tout se passe bien. Non, mais sauf que j'ai un bassin trop étroit. Donc là, le gynéco me dit, bon, bah, de toute façon, on va vous le déclencher. Et moi, je me dis, bah, très bien, bonne idée. Comme ça, je vais pouvoir accoucher par voie basse. Ok. Et donc, il me convoque pour mon accouchement, enfin pour me déclencher mon accouchement. Ah oui, donc vous avez une date programmée dans votre agenda. Et ce qui est très bizarre, en fait, un déclenchement d'accouchement. Bah oui, ça manque de spontanéité. Après, il y a des cas pour lesquels c'est très bien et c'est nécessaire. Là, bon, est-ce que c'était vraiment nécessaire de te le déclencher ? On ne saura jamais, mais c'était comme ça. Et donc, le jour J... Je suis arrivée le samedi à 15h à la clinique et j'ai accouché à l'aube le lundi matin. Oh putain. D'accord. Donc, on est sur un accouchement de... À peu près 36 heures. 36 heures. Avec un bon gros déclenchement. Donc... 2, parce que en fait, ma fille, j'ai découvert avec cet accouchement que c'est une tête de mule. Tu as beau déclencher, bah non, elle, c'est pas ça, c'est pas là. C'était pas le moment. C'était pas le moment. Donc, le premier n'a pas fonctionné. Le deuxième ne fonctionnait pas. Ils m'ont percé la poche des os. Ensuite, j'ai quand même eu les forceps, l'épisio. Enfin, j'ai eu la totale, quoi. Ah oui, mais t'as quand même fini par accoucher par voie basse. J'ai accouché par voie basse. Ok. Et alors, Albert, il est resté tout le temps de ces 36 heures d'accouchement. Comment il s'est comporté pendant ces 3 jours-là ? Alors là, il était en mission, quoi. Ok. Il a été nickel, il reste à côté de moi, il se renseigne auprès des médecins. Ok. Ça doit te faire quelque chose quand même de le voir comme ça. Ah oui. Est-ce que l'espoir d'un monde meilleur revient ? Oui, parce qu'au fond de moi, comme sa terreur en fait était d'être abandonnée, je me suis dit, mais tout cela va s'arranger le jour où il aura un enfant, parce que ce sera toujours son enfant. Donc, j'étais convaincue que l'arrivée d'un bébé, en fait, allait l'apaiser. Et donc, quand il se comporte comme ça à l'accouchement, je me dis, j'ai eu raison. Eh oui. Tout ça n'était pas vain. Voilà. Donc, ça doit te faire beaucoup de bien. Ah franchement, je garde un souvenir. 36 heures, mais ça aurait pu en durer 52 comme ça. Enfin, les sages-femmes, elles sont venues me voir. Alors, c'est vous, Wonder Woman ? Je suis, ah bon ? Mais genre, je fais, mais comment vous avez fait ? Parce qu'en plus, du coup, ils ne pouvaient pas me faire la péridurale tout le long, parce que sinon, c'était... Eh oui, donc tu as dû un peu douiller quand même. Mais je ne sentais rien. J'étais tellement heureuse. T'étais shootée à l'ocytocine, toi, de toute façon. Mais totalement. Tout d'un coup, c'était une telle décharge de bonheur dans ta vie qui en avait si peu, que c'était, j'imagine, décuplé chez toi. Mais c'était... Puis je l'allaitais. Et puis ma fille, alors je sais que toutes les mamans disent ça, mais elle était vraiment tellement jolie. Et je me suis dit, moi, j'ai fait ça, quoi. J'ai fait ça.
Et là, quand tu l'as vu sortir, Albert était à côté de toi, il était là, il a vu sa fille il était là, mais il n'y sortir. avait personne à côté de moi. Pas dans ma tête, quoi. J'étais avec mon bébé. Je lui ai dit, enfin, t'es là, c'est moi. Comme si je voulais absolument lui dire que c'est moi ta maman, quoi. Je suis là, c'est moi qui te parlais. Oui, ne t'occupe pas de la personne qui est à côté. Ouais. On est toutes les deux, quoi. Voilà. Comment il a été, Albert, avec sa fille, là, dès les premiers instants? Est-ce qu'il l'a prise dans ses bras? Est-ce qu'il a fait du pot à pot? Est-ce qu'il avait des gestes, une douceur paternelle? Il l'a tout de suite prise. Et ça a été une énorme claque affective, sa fille. Et vraiment. Toi, tu as assisté à ça? Ah, mais moi, j'étais euphorique, en fait. Les premiers moments, je me disais, mais ça y est, enfin, on va être des gens normaux. Et oui. Comment se passent les premiers jours, là, le postpartum, avec justement toutes ces points, ces règles qu'il avait pré-annoncées? Est-ce qu'il les met en pratique? Évidemment. Et d'ailleurs, ça me vaut une première crise de pleurs avec les sages-femmes qui viennent me voir le soir. Ah oui, dès le séjour à la maternité? Ouais, pour me dire qu'il y a un truc qui va pas. Parce qu'en fait, mon père veut revenir le lendemain. D'accord. Une deuxième fois, il travaille pas le midi, il me fait, je peux passer, je veux revoir ma petite fille, quoi. Je viens 10 minutes et je repars. Et je lui dis, je suis obligée de demander à Albert. Et il veut pas. Et donc, je dois rappeler mon père pour lui dire non. Oh, putain. Et ton père, ça lui fait pas péter un plomb? Ah bah si. Puis, enfin, c'est même pas péter un plomb, c'est qu'il est triste. Ouais, il est impuissant, quoi. Albert, il reste avec toi à la maternité? Non, il est pas là. En plus, je suis toute seule. Bon? Ouais. Ah, donc c'est une interdiction à distance. Ouais. D'accord. Et donc toi, tu t'exécutes? Évidemment, puisque je sais qu'il va mener l'enquête et qu'il va l'apprendre, en fait. Ouais. Donc pendant ce séjour à la maternité, finalement, donc très peu de gens passent. Quasiment personne. Voilà. Tes parents quand même, tes frères et sœurs, mais 15 minutes. 15 minutes, ouais. Ouais, c'est ça. Comme le premier jour. Le premier jour. Et rien après. Tu allaites ta fille? Ouais. Ça doit être quand même quelque chose pour toi. C'est incroyable. Enfin, voilà, j'hésitais à allaiter. Moi, j'ai pas été allaitée. Et en fait, ça marche super bien. On a une connexion dingue. Génial. J'ai beaucoup de lait. Tout va bien. Et alors, ce prénom, Lala, tu n'as pas eu le choix de la nommer comme ça? Est-ce que pour autant, tu étais... à l'aise avec ce prénom? De suite, non. Pas tout de suite. Il a été décidé pendant la grossesse? Ouais, à 5 mois de grossesse. Et je me dis, il va changer d'avis. Pourquoi ce prénom? Je ne sais pas. D'accord, mais il a décrété que ce serait Lala. Et je lui avais demandé qu'elle ait un deuxième prénom. Ouais. Et il m'avait dit non jusqu'à l'accouchement. En fait, je lui ai dit autrement. Je lui ai dit, tu sais, j'aimerais bien que ma fille, elle ait quelque chose que j'ai décidé. Elle porte pas mon nom de famille. Elle porte pas le prénom que j'ai choisi. Je voudrais quand même avoir un petit impact. Oui. Et donc, il a accepté un deuxième prénom. Donc, c'était Lala Nina. Exactement. C'est ça. Mais elle porte son nom de famille, oui. J'imagine. Ouais. Ouais. D'accord. Donc, tu restes 3 jours à la maternité? 5, parce que comme j'ai eu l'épisio... Ah oui. Voilà. Donc, il te garde 5 jours. 5 jours pendant lesquels tu ne vois pas grand monde, mais au moins, tu tisses du lien avec ta fille. Ah ben, moi, je suis toute la journée avec ma fille. C'est la grande histoire d'amour. Ouais. J'ai acheté un porte-bébé, du coup. Ah bah oui, parce que tu n'as pas le droit à la poussette. Voilà. Alors, il a quand même fini par céder à la poussette, même si je lui ai promis que je ne l'utiliserais pas, ou vraiment que pour aller faire des courses. Ok. Voilà. Mais donc, tu démarres le portage en écharpe. Le portage, je suis avec ma fille, je prends la photo dans l'ascenseur avec mon porte-bébé. C'est extraordinaire. Moralement, t'es comment à ce moment-là? T'es dans quelle émotion, là? Quelque chose a changé parce que j'ai toujours été terrorisée de quitter Albert parce que j'avais l'impression d'être vide. Et que pour moi... tout menait forcément à un scénario catastrophe, où toute ma vie allait s'effondrer, où plus rien n'avait de sens, où j'allais finir morte et on me découvrirait au bout de 3 jours dans un appartement. Donc, oui, c'est comme ça que tu voyais l'avenir, toi. Bien sûr. Avant de tomber enceinte, j'ai longtemps prié pour mourir, moi. Ouais. Je voulais que ça s'arrête. Sauf que ce bébé arrive et qu'il n'y a plus de vide. Le vide, il est matériel quand t'es vraiment malheureux. C'est un espace dans ton ventre. Et ma fille l'a
instantanément rempli. Et donc, du coup, j'ai une partie de ma peur qui est partie. Les disputes ont continué, etc., mais le contrôle que j'avais sur moi-même, sur mes mots, etc., c'était plus pour lui plaire, c'était pour préserver le bébé. Et oui. Oui, donc ça a changé quand même le prisme de ton approche de votre vie de couple, quoi. Ça a tout changé. Ça a tout changé. Tout d'un coup, tu étais plus seule et tu te sentais plus forte. Voilà, et puis tu prends conscience que tu n'as pas le droit de mourir. Je l'allaitais en plus. Mais oui. Donc, se sentir absolument essentiel physiquement à un être humain, c'est énorme quand tu crois que tu sers à rien. Tout s'inverse, en fait. Tu pouvais plus t'autoriser, en fait, à subir ça, quoi. Bah non, parce qu'elle avait besoin de moi. Bah oui. Comment se passent vos premiers pas de parents ? Donc, tu viens habiter chez lui comme prévu. Ça doit quand même énormément changer aussi votre quotidien, parce que jusqu'à présent, ça fait quand même 10 ans que vous êtes ensemble et vous n'avez jamais habité sous le même toit. Mais toi, tu es contente de ça ? D'enfin partager le même lieu de vie ? J'étais super contente de la perspective, et en fait, quand j'ai mon bébé, j'ai envie d'être avec elle et j'ai pas envie de suivre... Et pour autant, tu viens t'installer chez lui ? J'y vais, et puis en fait, je vais repartir très vite, parce que le 5e jour, je crois, chez lui... il me réveille en pleine nuit, vu que j'allaite, donc je dors 2 heures, puis 2 heures, puis 2 heures. Et puis, dans ces fameuses 2 heures, il vient me chercher, il enlève la couverture, il me dit « Viens voir ». Et en fait, j'ai laissé une trace de gras dans l'évier. Non, je te crois pas. Si. Mais moi, je suis malvoyante, donc je ne la vois pas. Quand bien même, tu aurais toutes tes capacités visuelles, on ne réveille personne en pleine nuit pour une tache de gras. Donc déjà, ça éclate. J'ai pas dormi depuis 5 jours, là. C'est de quoi tu me parles ? Enfin, tu vois, tu sais ce que c'est. Enfin, en gros, je viens d'enchaîner un accouchement de 36 heures, j'allaite mon bébé, je viens habiter chez lui, donc j'ai pas mes repères non plus. T'es dans un tsunami. T'es dans un tsunami. Ouais. Moi, je me suis pas reposée depuis la première contraction, tu vois. Donc, et là, il me réveille parce qu'il y a une trace de gras dans l'évier. Et le lendemain, il y a une autre dispute incroyable parce que j'ai laissé des miettes de pain sur la planche à découper. Après avoir pris mon petit-déj. Et ça commence comme ça. Il veut pas que je lave mon linge et celui du bébé dans sa machine à laver. Parce que comme en gros je suis nulle, je vais pas savoir m'en servir. Sauf que un bébé, ça consomme pas mal de bavoir, de body. Et donc ça suit pas, quoi. Puis moi j'allaite, donc je me sais... N'importe quoi. Donc en fait, je me retrouve tous les matins à partir à 6h30, 7h de chez lui, avec mon paquet de linge sale dans une main, mon bébé de l'autre, pour pouvoir aller prendre mon petit-déj. Chez toi, du coup ? Chez moi. Ah, t'as gardé ton appart. Heureusement. Évidemment. Donc oui, tu vas chez toi finalement faire ta vie, quoi. Je vais tes chez machines, moi, manger tranquille, mettre toutes les miettes et toutes les taches de gras que tu veux. Et sachant que généralement il se réveille vers midi et qu'à midi ça s'arrête parce qu'il vient pour que je lui fasse son petit déj. What ? Oui. Il se réveille à midi, le gars ? Oui, parce qu'il est insomniaque, donc comme il s'endort tous les jours à 6h du matin, il se réveille à midi. Donc alors attends, pour qu'on comprenne bien, donc toi t'allaites ta fille, t'es en symbiose avec elle, tu dors peu, vous partagez la même chambre quand même ? Non, je dors avec le bébé. Je fais trop de bruit, puis je bouge trop pendant que je dors, et comme je ne l'écoute pas, qu'il a beau me dire de ne pas bouger pendant que je dors, et que je bouge quand même, c'est quand même mieux pour tout le monde que je dorme ailleurs. Ok. Et le soir, on dîne aussi chez moi, parce que y a trop d'odeur quand je cuisine, donc c'est mieux qu'on dîne chez moi, et qu'on aille ensuite chez lui. Et donc, j'ai beau lui dire, mais tu sais que en fait, la petite, ça la réveille quand on repart à 11h30 chez toi. Et ben ça, il ne l'entend pas. D'accord. Donc, on est en février, parce que ma fille est née en février. Il fait froid. Et je dois la réveiller tous les jours pour la sortir et la ramener chez lui. Et pour passer en plus une nuit séparément. Et pour passer 6 heures. Et repartir le lendemain. Ouais. D'accord. Quelle connexion il crée avec Lala ? Est-ce que justement quand il vient chez toi à midi pour le petit-déj, est-ce qu'il la prend dans ses bras ? Est-ce qu'il lui fait des papouilles ? Oui, il lui fait, pas très longtemps. Puis il y a un moment quand même où il commence à s'attacher, donc il décide de s'en occuper sans la changer ni la nourrir jusqu'à en gros 20h à 23h pour que je puisse dormir 3 heures.
Et c'est son moment avec sa fille, où il met de la musique et il la pose sur lui et c'est son moment avec elle. Toi, ça te touche qu'il ait ce moment avec elle, que tu ressens quoi pour lui, là En fait, je suis heureuse qu'il noue un lien avec le bébé. Ouais. Et en même temps, je suis dans un tiraillement horrible puisque je ne peux pas voir mes parents. Ils ne peuvent pas voir la petite. Ça fait partie des engagements. Donc en fait, je suis dans le calcul. Du coup, je donne rendez-vous à mes parents dans l'appartement à 8h du matin. Sauf que mon père me dit non mais ça suffit quoi, de se lever à 7h30 pour pouvoir... Puis je leur demande de ne pas mettre de parfum, de ne pas mettre d'odeur qui reste. Bien sûr, pour pas que Albert décèle leur présence. Parce que quand Albert arrive, il renifle le crâne du bébé pour vérifier qu'il n'y a pas d'odeur suspecte. Mais non. Quand je pars faire les courses... je leur dis, voilà, je pars, je leur envoie discretos un SMS, je pars faire les courses, rendez-vous devant l'épicerie, et donc je suis dans un calcul quotidien de comment faire pour que mes parents voient leur petite fille, sans en avoir le droit. Ils n'ont pas le droit de venir chez lui, et ils ne peuvent pas venir chez moi non plus. Enfin, t'es en prison, en fait. Je suis en prison. Et en fait, le bébé, ça se retourne contre moi, parce qu'il n'est plus ma priorité. Et que plusieurs fois, comme elle pleure et que je dois aller la chercher, je crame son steak. Du coup, il n'est pas content parce que c'est dégueulasse. Que je fais un peu tous les jours la même chose, mais en même temps, je n'ai pas le temps de... Oui, donc, de faire des grands... De mettre les petits plats dans les grands, parce que oui, il faut le nourrir. Voilà. En plus de t'occuper de ta fille, il faut que tu t'occupes de lui, évidemment. Ouais. Voilà, et donc... c'est horrible parce que je ne peux pas choisir, en fait... Enfin, je peux pas faire passer mon bébé après, en fait. Ça, c'est pas possible. Moi, si tu veux, j'ai un bébé qui refuse d'être sevré et ça va durer des mois. Que peu à peu, à chaque fois que j'essaye d'arrêter le sein et de passer au biberon, elle me fait des suçons pour attraper ma peau et que j'ai des bleus, mais parce qu'en fait, elle veut pas se séparer de moi. Le climat est tellement anxiogène autour d'elle qu'elle veut absolument rester collée à moi. Donc les mois passent, mais la situation ne change pas. C'est pire qu'avant. C'est pire qu'avant. Il hurle et du coup la petite elle hurle, donc c'est un enfer. Il casse de plus en plus de choses, il devient de plus en plus parano, jusqu'à une journée, on est fin juin, donc Lala est née fin février et l'ascenseur de chez moi tombe en panne. Et je suis au 4e étage et je rentre avec toutes les courses. Donc je peux pas en fait physiquement me taper 4 étages à pied avec la poussette, avec 3 tonnes de courses, ça c'est pas possible. Et donc normalement je n'ai pas le droit de l'appeler le matin puisque je peux pas le réveiller. Ah bah oui, il dort jusqu'à midi. Voilà. Donc j'enfreins la règle vers 11h et je lui dis écoute, désolée de t'appeler mais j'ai pas le choix, en fait je suis à la rue, il va falloir que je nourrisse Lala, est-ce que je peux venir chez toi? Et puis j'ai demandé au gardien de m'appeler dès que l'ascenseur est réparé, il m'appelle et je repars. Qu'il accepte. Et j'arrive chez lui, il part dans la salle de bain, enfin je sais pas. Et je mets de la musique pour danser avec ma fille. Il y a en aléatoire Just the Two of Us qui se déclenche. Et je danse avec ma fille devant le miroir sur Just the Two of Us. Et là, il arrive, furax. Il me dit ah, tu vois que j'ai raison. Tu vois que tu veux m'exclure de la famille. Just the Two of Us, tu crois que je comprends pas? Et là, commence 3 jours de pétage de plomb total. Où j'ai tellement peur que je m'enferme chez moi, mais il fait tout pour rentrer. C'est un mercredi, c'est comme ça jusqu'au vendredi. Et au vendredi, il arrive chez moi et je le laisse rentrer parce que ma femme de ménage est là. Ah. Et je me dis, elle vient 1 fois par semaine, 2 heures, et c'est la même que mes parents. Sauf que ça ne le calme pas du tout. Il casse à peu près tout. Il fait tomber la tringle en faisant tomber les rideaux et avec le bébé dans les bras parce qu'il me l'arrache des mains. La petite, elle hurle. Il casse tous les cadres. Il y a du verre partout. Enfin, c'est l'enfer. Il dit à la femme de ménage de ne pas approcher. Et moi, je vois la petite qui est complètement en train d'être sidérée. Enfin, c'est horrible. Et je le supplie, je suis en pleurs. Je dis, rends-moi mon bébé, à ton bébé. Et là, il me la fout dans les bras, mais comme un paquet de linge sale. Et il me donne genre une petite claque. Allez, occupe-toi de ton bébé. Et moi, je tiens la petite et j'ai pour réflexe de le repousser, en fait, avec mon autre main, pour mettre une distance. Et là, il supporte pas. Il m'attrape la main, il la retourne et il me la casse. Et je tombe avec la petite dans les bras, à 5 cm de la baignoire en carrelage, quoi. Putain.
Il te casse la main comme ça. En fait, rien qu'en prenant. Il est très fort. Il me casse un métacarpe en fait. Ouais. Et j'entends les une douleur, mais un truc de fou. La femme de ménage est en panique. Lui me dit, il est en panique aussi. Il me dit, c'est rien. Et je dois allaiter la petite. En fait, tout est un cauchemar. Et là, vous avez un témoin. On a un témoin, mais moi, qui est aussi sidéré que toi. Qui est aussi sidéré que moi, qui a peur de lui. Eh oui, parce qu'elle l'a déjà entendu gueuler. Je ne sais plus quoi faire, je finis par aller aux urgences, mais j'ai pas le droit de prendre un bébé avec moi aux urgences. Donc j'ai vu qu'il est dans un état compliqué, j'ai peur de lui laisser la petite, puis je l'allaite, elle mange pas, rien d'autre. Enfin, oui. C'est l'enfer. Donc tu la laisses à son père. Ouais, je la laisse à son père. Ok. La mort dans l'âme, mais parce que je suis obligée, j'ai trop mal. Bah oui. Et en fait, à l'hôpital, ils me disent, je tombe sur un gamin qui me dit que c'est rien. Sauf que la douleur passe pas. Et que le lundi matin, donc je me suis fait moi-même un bandage. Ouais. Et le lundi matin, mon père débarque chez moi alors qu'il n'a pas le droit. Et il me dit, non, j'étais vraiment dans le coin, mais qu'est-ce que t'as à la main ? Je lui dis, rien, je suis tombée au yoga. Et il éclate en sanglots. Et il me dit, Sarah, je peux plus. En fait, ça y est, il y a un bébé là. Michel, la femme de ménage, elle est arrivée en pleurs à la maison. Elle m'a dit qu'elle a passé le week-end à faire des cauchemars, qu'elle est traumatisée de ce qu'elle a vu. Donc maintenant, ça suffit, il faut que tu réagisses, tu peux plus, il y a un bébé. Il me dit, mais tu te rends compte à quelques centimètres, son crâne, il aurait éclaté, quoi. Il me regarde la main, parce qu'il est médecin, et il me dit, mais écoute, il faut aller à la clinique de la main. Ouais. Je t'emmène. Et donc j'y vais, et là ils me disent, mais non, regardez, elle est hyper claire, la fracture en plus. Et là, ta fille est où ? Avec moi. Merci Michel d'avoir donné l'alerte. Ouais. Et toi, est-ce que, quelque part, t'es pas soulagée qu'il sache ce qui s'est passé ? Je suis hyper soulagée. Et puis, en fait, j'ai la preuve sous le nez que ça va pas. Bah ouais. Puisque j'ai une sorte de plâtre. Enfin, j'ai qu'à baisser la tête et je vois bien que que je vis, c'est pas normal. Ouais. Et qu'on a franchi un cap aussi. Et puis surtout, je dis que c'est terminé. Je pars quelques jours en Normandie, toute seule avec la petite. Albert te fait pas chier ? Il te court pas après ? Il t'appelle pas ? Alors, il flippe quand même. Je lui interdis de m'appeler et pour la première fois, il écoute. Et alors, tu te dis quoi pendant ces 5 jours toute seule avec ta fille là ? Je me dis que c'est pas possible, que je peux pas rester comme ça, que c'est pas une vie. Tout ce qu'une personne un peu raisonnable se dit. Oui, là, ça t'ouvre quand même les yeux, là. Sauf que quand je rentre, il est tellement malheureux, il est tellement désolé, il est tellement plein de promesses et il est tellement collant que j'accepte de lui redonner encore une chance. Et en fait, on va multiplier les épisodes comme ça. Enfin, tu vois, par exemple, il y a un soir où il rentre, il a fait du vélo, il est affamé, je suis en train de donner le bain à la petite. Et il me dit, j'ai faim. Je dis, bah oui, mais je donne le bain, là. Elle a 6 mois, je crois. Et il me dit, mais j'en peux plus, je vais me sentir mal. Je dis, va dans le frigo, il y a plein de trucs. Il va dans le frigo, puis il pète les plombs parce qu'il y avait un steak pas bien emballé. Donc il me dit que je suis sale, que je vais finir par nous empoisonner tous, que vraiment je suis la plus dégueulasse des meufs. Enfin bref. Donc je lui dis, bon, calme-toi, surveille la petite, je vais te préparer 2-3 trucs à grignoter. Donc je pars dans la cuisine, je commence à préparer. Et là il arrive, il me dit, tu vois comment t'es crade, regarde. Et je dis, mais le bébé Et en fait, je cours dans la salle de bain et la petite, elle a la tête dans l'eau. Putain. Enfin. Ah ouais. Bah oui. Des vraies mises en danger gravissimes. Gravissime, ouais. Ah oui, le gars, il est même pas capable d'être responsable d'un bébé, en fait. À ce moment-là, non. Il voulait absolument me montrer le steak qui était pas bien emballé et à quel point j'étais sale. Ok. Donc là, on est en 2019 et ensuite on est 2020, confiné en mars 2020. Donc votre couple tient tant bien que mal jusqu'à ce confinement. Et là, vous êtes confinés ensemble. On est confinés ensemble. Et ça, on peut imaginer que c'est la pire chose qu'il puisse t'arriver. Parce que là, tu te retrouves face à face avec ton bourreau, avec l'impossibilité totale de t'échapper. J'ai des menaces de mort tous les jours parce qu'il faut que tout soit nickel, faut pas faire de bruit, parce qu'il faut que je le laisse dormir. Et vous êtes confiné chez toi ou chez lui ? Chez lui. D'accord. Je vis dans la chambre de ma fille, donc 9 mètres carrés. Je sors plus. Et en fait, ce qui va être le déclencheur, c'est qu'un soir, j'ai une idée. Je fais des pâtes, puis il me dit d'utiliser un très grand saladier.
Quand je termine de tout nettoyer, je vais cacher le saladier dans l'armoire et je me dis, comme ça, je vais pas aller aux toilettes et il y aura pas le bruit de la chasse d'eau. Parce que ça le réveille, la chasse d'eau. Et comme il est maniaque et qu'il veut pas qu'on tire pas la chasse d'eau, oui. Et donc je me mets à cacher un saladier dans la chambre de ma fille pour pouvoir faire pipi le matin et pas le réveiller avant midi. Comme un pot de chambre. Comme un pot de chambre. Et en fait, il y a un jour où ça déborde du saladier parce que je fais trop pipi. Et j'ai la petite qui veut absolument aller jouer dans ma pisse. Et je me dis, là, je crois que ma dignité a touché le fond, en fait. Ouais. Et je rentre en panique totale parce que j'ai peur qu'il arrive et qu'il voit du pipi par terre. Et je suis là à essayer d'éponger avec les couches de ma fille mon pipi, la petite qui veut venir. Et je me dis, mais c'est l'enfer, là. Et là, tu te dis, c'est plus possible. En fait, j'en peux plus. Et à la fois, on est tous confinés. Confinés, je peux pas partir. Donc, je sais plus quoi faire. Je me souviens d'un midi, je suis en train de lui donner à manger. Il n'était pas encore levé, mais c'est l'heure, parce que du coup, j'avais commencé la diversification. Et en fait, il arrive. Et là, j'ai ma fille qui a le regard qui part. Mais comme si elle était plus là. Je me dis, mais est-ce qu'elle est en train de faire... Elle tourne de l'œil. Et je me dis, non, en fait, elle est sidérée. Et en fait, il fait ça à chaque fois qu'il rentre dans la pièce. Ah oui. Et là, je me dis, je suis en train de fabriquer une victime. En fait, pour moi, c'est foutu. Mais elle, là, je suis en train de lui montrer que c'est ça la normalité, puisqu'elle ne connaît pas autre chose. Je me dis qu'il va falloir que je nous sauve toutes les deux, quoi. Ouais. Là, quand même, ça te... Ah ben là, quand elle a cette absence, je me dis non, là, il faut que je prépare mon plan. Alors, c'est quoi ton plan ? Je ne le sais pas encore à ce moment-là. Je sais que, en tout cas, mon plan, c'est de partir. D'accord. Je sais que ça, il va falloir le faire. Ouais. Tout le reste est un peu flou et je compte me laisser, en fait, dans ma tête, je me dis, je me laisse 6 mois pour tout organiser. Sauf qu'en fait, c'est précipité à la dernière dispute. Ouais. Qui a lieu quand ? Alors, elle a lieu dans la nuit du 5 au 6 juin. Et en fait, je suis tellement épuisée, moi, à ce moment-là, que je m'endors vers 22h. Ça se passe chez lui ou chez toi ? Chez lui. Toujours chez lui, puisque les nuits se passent toujours chez lui. Ouais. Et donc à 22h, il me dit, allez, on met un film. Et je lui dis, écoute, je peux plus, en fait. Je suis épuisée, ça t'embête pas, je vais me coucher. Et là, il le prend super mal. Et la dispute commence. Il répète les mêmes phrases en boucle. Et en fait, il sort de la pièce, il claque la porte en partant. Et puis il revient à peu près 1 minute 30 ou 2 minutes après. Il rouvre comme ça en claquant. Il dit la même phrase. Et puis il reclaque. Et puis voilà. Et c'est ça. En fait, c'est une torture chinoise, quoi, si tu veux. Ouais, c'est ça. J'en ai pour la nuit. Tu les vois venir, en fait. Je sais. Voilà, quand il est en boucle, je sais que j'en ai pour la nuit. Et en fait, je me mets à avoir une angoisse terrible qui est, demain, je vais faire tomber Lala. Parce que je suis trop fatiguée. Là, j'y arrive plus. Si je dors pas cette nuit, demain, il va y avoir un drame. Mais parce que, en fait, je sens que je suis au bout de mes forces. Tu vois ta limite, voilà. Là. Ouais. Et je me dis, là, je ne vais pas survivre à une autre nuit comme ça, à être empêchée de dormir. Donc, je lui dis, écoute, là, on en parlera demain. Donc, je vais me coucher dans la chambre de ma fille. Sauf qu'en fait, ça ne marche pas. Et que je suis à 30 cm de ma fille et qui continue, toutes les minutes 30, claquer la porte, gueuler, hop, reclaquer la porte et repartir. Et je me dis, mais il ne peut pas faire ça à moi, je comprends, mais il ne va pas faire ça alors qu'elle est là. Eh ben non, il me tire les cheveux, il me dit des horreurs. Et donc, je me dis, si je veux dormir, il faut que j'aille m'enfermer dans la salle de bain et je vais dormir dans la baignoire. Je vais dans la salle de bain, je ferme ma clé et je commence à me mettre dans la baignoire. Mais quelle situation. Voilà. Lala ne s'est pas réveillée ? Non, elle ne s'est pas réveillée. Et donc, je me bouche les oreilles. Et puis, à un moment donné, il arrête de parler. Enfin, il arrête de crier. Ouais. Et je me dis, putain, ça marche en fait. Sauf que j'entends... Et en fait, il a déverrouillé avec un couteau. Et je me retrouve face à lui, son couteau. Et je me dis, il n'y a plus d'étape après, là. Enfin, s'il est capable, en fait, pour continuer de m'insulter, d'aller dans la cuisine chercher un couteau pour déverrouiller la porte, et j'ai un élan de panique, et je me faufile sous lui, en fait, et je vais dans la chambre de ma fille, je m'adosse contre la porte, et je pousse comme ça sur la commode pour pas qu'il puisse ouvrir, et j'ai appelé ma famille à l'aide, et ils sont venus me chercher. Donc là, ils débarquent, tes 2 parents ? Ma sœur, mon beau-frère. D'accord. À 2h du mat chez toi ?
Et ils arrivent à rentrer déjà. Ça doit être une scène surréaliste. C'est surréaliste. Et le temps qu'ils arrivent, ils continuent à tambouriner. Bien sûr. Et il te dit quoi ? Il me dit, il faut qu'on parle, ne me laisse pas comme ça, dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu vas pas m'abandonner, dis-moi que tu m'aimes, en hurlant, tu vois. Et Lala dort toujours ? Ouais. Enfin, en tout cas, elle est calme. J'ai pas de souvenir de bébé. Mais peut-être tu n'as pas à la gérer, en tout cas, à ce moment-là. Non. D'accord. Et donc là, tu assistes à cette scène surréaliste où donc tes parents, ta sœur et ton beau-frère déboulent dans l'appart en pleine nuit. Et là, ma mère arrive, je lui dis tiens, je lui donne Lala, qui se réveille, qui est complètement hagarde. Je lui dis va vite dans la voiture. Et Albert, il est dans quel état là ? Il est dans une sorte de déni, en train de dire à mon père, enfin tous les couples se disputent, enfin vous pouvez faire ça, mais c'est ridicule. Genre très fier, tu vois. Ouais. Il fait prenez, vous pouvez les prendre, mais enfin il y a rien quoi. Et mon père en fait, il le brosse dans le sens du poil. Oui, mais c'est ce qu'il faut faire avec lui. C'est la seule façon. Bien sûr. Ouais. Repose-toi, on s'occupe de tout, on s'appelle demain, ne t'inquiète pas, etc. Très bonne technique. Très bonne technique. Qui vous permet de filer. Ouais. Mais moi, je pars sans rien. Je prends mon ordinateur, le biberon, son doudou. J'ai cette présence d'esprit. Et je pars. Et basta. Et donc là, tu te retrouves avec tes parents. Et je réemménage dans ma chambre d'ado. Donc il est à peu près 3h du matin. Évidemment, la petite dort pas. Parce qu'elle oui, bien sûr. Puis en plus, elle connaît presque pas chez mes parents, puisqu'on n'a pas le droit d'y aller. Elle connaît même pas bien mes parents. Ouais. Elle est paumée, quoi. Enfin, si tu veux, c'est un énorme moment de joie, parce que mes parents sont avec leur petite fille, ils ont libéré leur fille, et puis en même temps, c'est d'une tristesse dingue. Et puis vers 5h du matin, je me dis, mais il va m'accuser de l'avoir kidnappée. Ah oui. J'ai pas le droit de partir avec son bébé. Donc je cherche partout sur Internet et je tombe sur le chat du gouvernement qui en fait fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le chat du gouvernement. La page dédiée aux violences conjugales sur le site Gouv. Ouais. Et en fait, il y a un chat pour les victimes de violences et on te répond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc tu dis quoi ? Je dis, voilà ce que je viens de faire. Est-ce que vous croyez que je peux être embêtée, etc. Je dis, puis bon, il est violent. Alors, il me demande de raconter. Et je leur dis, je suis pas prête à porter plainte. C'est trop. Ils me disent, bon, de toute façon, là, vous êtes obligés d'aller déposer une main courante pour départ de domicile. Ce soir-là, quand tu quittes l'appart, tu sais que tu n'y reviendras jamais ? Ouais. Tu le sais ? Je le sais. C'était mon plan, de toute façon, de partir. Je ne savais pas que ça allait arriver si vite. Bien sûr. Je vais déposer une main courante. Le lendemain, au commissariat le plus près de chez moi, comme la personne me l'a dit. Ouais. Je commence à déposer la main courante. Et là, il y a un haut gradé qui descend avec une pile de papier dans la main et qui me dit « Bonjour, Sarah ». Je dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle me dit, vous voyez, ce que j'ai dans la main, c'est le chat que vous avez eu sur le site du gouvernement. C'est très grave ce qui se passe chez vous, donc je vous informe que ce n'est pas une main courante, c'est une plainte et c'est nous qui décidons. Donc vous n'avez pas le choix. Prévenez chez vous parce qu'on en a pour au moins 3 heures. Voilà. Incroyable. Et ça te fait quoi ? Pour moi, c'est magique. Ça te sauve de toute culpabilité. Et oui, puisque c'est pas toi qui fais la démarche. Et ça te protège, effectivement. Ça change tout. Ça change tout. Et donc là, tu rentres dans une autre dimension judiciaire. Voilà. Et tu te retrouves à porter plainte contre ton ex. Voilà, et puis avec tout ce que ça implique, parce que quand tu portes plainte, tu as d'un côté le pénal, et puis après, tu as tout ce qui concerne le juge des affaires familiales. Ce sont 2 entités différentes. En fait, tu as 2 procédures en cours. Ouais. Moi, perso, j'avais même pas une culotte, donc je m'habille avec les fringues de ma mère. Je vis dans ma chambre d'ado avec mon bébé. J'ai pas de crèche, j'ai rien en fait. Et Lala a quand même 18 mois. Ouais. C'est plus le tout petit nourrisson. Bah non. Ouais. Et puis elle est accrochée à moi. Enfin, t'imagines, avec ce qu'on a vécu, elle ne me lâche pas d'un millimètre, quoi. Donc c'est... Oui, donc faut tout reconstruire. Voilà, tout reconstruire. Et est-ce que là, à ce moment-là, tu ouvres les vannes ? C'est-à-dire que est-ce que tout d'un coup, le reste du monde, même s'ils avaient une vague idée de ce que tu endurais, mais toi, tu le verbalisais jamais vraiment, est-ce que là, tu t'autorises à dévoiler ce que tu as subi pendant 10 ans ? Alors oui, mais en fait, ça se fait... la machine, en fait, c'est une reconnexion qui s'opère dans ton cerveau. C'est pas « Ah, ça y est, je peux parler », c'est...
tu ouvres en fait la mémoire traumatique et du coup ça sort. Et en fait, ce qui m'empêche peut-être de dire tout de suite, c'est quand je vois le regard des gens, quand je commence à raconter ce que je vis. Eh oui. Tu vois quoi dans ce regard ? Je vois de la pitié, je vois de la sidération, et je me dis, mais c'est vrai qu'en fait c'est ouf. C'est vrai que c'est ouf. J'ai fait quasiment 10 ans d'études, j'ai toujours bossé, je suis écrivaine. Est-ce que je suis folle, quoi ? Ouais. Et c'est là que je commence à vouloir chercher... mais c'est qui, en fait, les femmes qui meurent de la violence ? Moi, je connais même pas à ce moment-là le terme de féminicide, ça, je connais rien. Puisque je sors pas de chez moi. Bien sûr, t'as aucune connexion. Et je tombe sur des articles de faits divers où on sait jamais qui est la nana. On sait si elle a eu 39 coups de couteau ou une balle dans la tête, mais on sait pas qui elle est. On sait pas c'était quoi son rêve de petite fille. On sait pas... Je découvre les noms des grandes associations. Je tombe sur les décomptes de féminicides. Et oui, là, tout d'un coup, tu découvres un nouveau monde. Ah ben, moi, si tu veux, je suis devenue féministe par ma vie. Puisque j'ai à peu près vécu tout ce qu'on dénonce, en fait. Donc, si tu veux, moi, je suis devenue féministe par la chair, quoi. Et en fait, ce décompte de féminicide me glace le sang, puisque, étant juive, arrière-petite-fille de déportés, ayant grandi entourée de gens avec des numéros tatoués sur le bras, je me dis, mais putain, si j'étais morte, en fait, je pense que ça aurait 2 fois tué ma mère, que non seulement je sois plus là, mais qu'en plus, moi aussi, je sois un numéro. Et pour moi, il y a un truc physique totalement inacceptable, en fait, de numéroter les femmes qui meurent. Ah oui. Voilà. Surtout que ces chiffres, ils augmentent quotidiennement. Oui, et puis je me rends compte que, en fait, c'est très en deçà de la réalité. Oui, parce que ce sont les chiffres qui sont rapportés officiellement. Oui. Mais il y a plein d'autres crimes qui passent à la trappe, évidemment. On n'a pas connaissance de tous les féminicides. Déjà, même officiellement, depuis 2020, il y a le suicide forcé qui est reconnu comme un féminicide et qui n'est pas comptabilisé. Ah oui, d'accord. Tu vois, il y en a à peu près entre 260 et 270 par an. Ouais. Donc en fait, si on les prend en compte, c'est 1,2 femmes qui meurent chaque jour en France. Il n'y a jamais les co-victimes. Tu vois, par exemple, dans le livre, je raconte que ça arrive, que les agresseurs, ils débarquent et puis ils tuent l'ancienne belle-sœur qui est là et même le bébé. Donc, tu rencontres tout d'un coup des gens et tu es en contact aussi avec des réseaux sociaux, des comptes. Mais en fait, je retourne à la vie. Ouais, c'est ça. Ok, ça fait donc 4 ans que tu t'es enfuie de chez toi. Est-ce que tu peux nous résumer, si c'est possible, ces 4 dernières années et comment tu t'es reconstruite ? Le livre 125 et des milliers m'a beaucoup reconstruite déjà, parce que le principe de ce livre, ça a été une femme, le chiffre officiel des féminicides, c'est une femme qui meurt tous les 2 jours et demi en France. Ça veut dire en moyenne 125 par an. Et donc je me suis dit, moi je vais retrouver 125 familles qui ont perdu une fille, une maman, une sœur, et je vais leur demander qu'elles me racontent qui elle était et pas comment elle est morte, puisqu'on raconte jamais finalement qui sont ces femmes. C'était déjà pour qu'on se dise, mais c'est qui en fait ? Est-ce que c'est la femme faible telle qu'on l'a décrit ? Oui, c'est important d'incarner ces chiffres. Et en fait, je me lance dans une enquête qui va me prendre presque 3 ans. Parce que, en fait, entre le moment où tu lis un prénom qui a souvent été modifié dans un article et celui où tu retrouves le portable de la maman et qu'elle accepte de se confier, il y a beaucoup d'étapes. Et donc, l'écriture de ce livre et cette enquête va te porter, te tenir, te sauver pendant 3 ans, parce qu'en fait tu t'y mets, dans la foulée. Le 12 juin 2020, le livre sort le 8 mars 2023. Il est sorti le 8 mars, évidemment, 3 ans après. Et donc, à travers ces interviews, ces enquêtes, tu découvres le visage de toutes ces femmes victimes de féminicide dont tu as failli faire partie. Je me dis... En fait, je me suis pas trompée, parce qu'elles sont toutes comme moi, en fait. Elles sont toutes comme toi. Donc, tu découvres qu'il y a une sorte de typologie, de pattern de victimes. Ouais, dans l'hyper-empathie, dans la culpabilité, souvent dans le romantisme. Et puis, beaucoup qui sont extrêmement brillantes, des chercheuses en biotechnologie, des militaires au gradé, des enseignantes. Et je me dis, en fait... les images qu'on voit jusqu'ici de la femme faible ou qu'on stigmatise sur une religion ou quoi, c'est n'importe quoi en fait. C'est pas ça qui se passe. On en est très loin. Pas du tout.
Du coup, j'apprends que le 2e commissariat le plus concerné à Paris, c'est celui du 16e, que le pays où il y a proportionnellement le plus de féminicides en Europe, c'est le Luxembourg. Enfin, si tu veux, qu'on n'a que des idées reçues qui ne correspondent pas. Alors, évidemment, hein, que quand tu es pauvre et que tu parles pas le français, tu peux pas aller porter plainte. Et puis, donc, ça, c'est un facteur supplémentaire. Mais c'est pas là que ça se joue, en fait. Et du coup, je trouvais ça effectivement très important d'être une femme qui a fait des études, fille de médecin et d'institutrice, et de montrer que c'est pas un problème de pauvre, c'est un problème de femme. Et c'est aussi pour ça que le livre a eu cet écho et qu'il y a eu ensuite Vivante, parce que j'incarne autre chose. Bien sûr. Voilà. Alors Vivante, pour qu'on comprenne, Vivante, c'est un documentaire réalisé par Claire Lajeunie, réalisatrice de talent d'ailleurs, que je salue. Extraordinaire. Qui t'a suivie justement à travers... En fait, elle m'a suivie pendant 13 mois dans toutes les actions que je mène dans mon association. En fait, pour que ce soit un film qui incite à agir autrement, avec des solutions extrêmement pragmatiques en fait. C'est ça. Et ton association, alors, tu l'as fondée à quel moment ? Je l'ai fondée pendant l'écriture du livre, puisque je comprends tellement de choses à travers cette enquête, et puis ce que ça me renvoie de moi-même, etc., que je me dis, mais j'ai l'impression que je peux apporter quelque chose de différent. Ouais. Et donc, l'asso naît à ce moment-là et prend une ampleur après le livre et prend encore plus d'ampleur après le documentaire. Et puis, c'est vrai qu'on t'a beaucoup vu dans les médias et que ta voix a compté et compte encore aujourd'hui dans ce paysage médiatique, puisque tu incarnes, et encore une fois, c'est important d'incarner toutes ces femmes, tu incarnes une histoire parmi tant d'autres, mais tu es là pour témoigner de ces violences. Ouais. Quel regard tu portes justement sur tout ça là, parce que ça a été un tourbillon aussi, j'imagine, pour toi de passer de rien à tout. Enfin, je veux dire, t'es passé de l'extrême ombre à l'extrême lumière. Il y a pas eu tellement de sas, de décompression. Pour tout te dire, je suis un peu paumée en ce moment. Enfin, mais oui, j'imagine. Tu n'as pas choisi non plus la facilité, c'est pas évident de se retrouver exposé comme ça et d'être le porte-drapeau d'une telle cause. Oui, parce que moi, les familles, j'ai pas fait semblant. Hein. Je suis allée les chercher une par une, je les ai interrogées une par une. Enfin, je veux dire, on se connaît, quoi. Donc, et puis, c'est une vraie responsabilité aussi. J'ai pas réfléchi. Ouais. J'ai pas réfléchi, j'ai tellement avec mes tripes. Enfin, en fait, je ne pouvais pas faire autrement. Puis j'ai emmené ma fille avec moi, enfin, je suis allée en Guyane, à La Réunion, rencontrer les familles. Et j'ai enregistré en audio toutes les interviews des familles. Et donc, je les mettais un peu plus loin avec du papier et des crayons pour qu'elles dessinent. Et en fait, j'ai un enregistrement comme ça, où c'est le frère d'une victime qui est en pleurs, qui me raconte comment sa sœur est morte. Et alors, regarde ce dessin-là. Et je me dis... Dieu. Et en même temps, c'est la vie, quoi. En tout cas, c'est la mienne. Je suis partie avec mon bébé sous le bras et on a fait ça ensemble. Comment sont les relations entre Albert et toi aujourd'hui, 4 ans après votre rupture ? Pour moi, c'est vraiment l'espoir, ça. Parce que quand je suis partie, en réalité, il a fait une décompensation psychiatrique. Il a fini par être hospitalisé, suivi en hôpital de jour, avec un énorme traitement d'antipsychotiques. D'accord. Qui fait que je ne connais pas cette personne. En fait, la nouvelle personne est plutôt sympa, est complètement anti-violente, et il continue de voir 2 ou 3 psys par semaine pour pouvoir voir sa fille. Pour l'instant, du coup, on a des bonnes relations. Ok. Et moi, je lui ai dit que j'étais très heureuse, en fait, qu'il ait été capable de faire tout ça pour elle. J'aurais bien aimé qu'il le fasse pour moi. Enfin, voilà, je ne leur demande pas plus. Ok. En fait. Et donc, vous êtes en garde alternée ? Non, pas alternée quand même. Il la garde du jeudi au dimanche tous les 15 jours, en fait. D'accord. Voilà. Et pendant ces 4 jours, tu sais qu'il s'en occupe bien ? De toute façon, ma fille, elle est assez démerde. Du coup, elle sait téléphoner, elle sait prendre le portable de son père, faire un FaceTime. D'accord. Elle en fait 10 fois par jour, mais c'est pas grave. Voilà. Ok. En tout cas, le lien perdure avec son père et entre vous quand même. Vous arrivez à communiquer sereinement. Pour le coup, Lala est notre priorité. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est pareil pour nous deux. Et je trouve que c'est hyper important d'en parler aussi parce que moi, je trouve que c'est plein d'espoir. C'est-à-dire qu'un mec qui a été capable de faire tout ça, qui finalement accepte un traitement qui l'handicape un peu, parce que du coup, il est ralenti, etc., mais qui le fait pour pouvoir avoir une relation avec sa fille. Moi, je trouve que c'est... plein d'espoir, quoi. Et ça, il s'en rend compte ?
Tu le sens plus heureux d'être comme ça? Oui. Il se marre. Oui, voilà. Voilà. Il a radicalement changé. Mais moi, au début, je lui en ai voulu de ça, parce que j'avais l'impression qu'il me privait de ma colère. Mais oui. Oui, parce que tu n'avais plus aucune prise, là. Est-ce que c'était plus la même personne? Voilà. Comme si, en fait, c'était une torture de plus, quoi. Mais en fait, non. Tu sais ce que tu as vécu, voilà. Je pense. Je sais très bien ce que j'ai vécu. Il n'y a pas de problème. Et puis surtout, pour ma fille, encore une fois, je préfère amplement qu'il soit ce papa-là. Bien sûr. Et comme tu dis, c'est un message porteur d'espoir. Parce que, comme quoi, il y a une vie possible après la violence, après la grande violence. Bon, je pense que c'est pas mal. On va s'arrêter là. Je te remercie infiniment d'être revenu sur toute cette histoire. Il est évident que ce témoignage est essentiel et j'espère que si des femmes victimes ou peut-être qui s'en rendront compte en t'écoutant. Si elles ont un doute sur si ce qu'elles vivent n'est pas acceptable, en tout cas, nous, on a une asso. Ouais. Donc, on a un compte Instagram, 125 et après. Vous pouvez écrire aussi à contact@125 et après.org, tout attaché. Ouais. Oui, il y a quelqu'un qui répond sur ces mails, sur ce compte. Voilà, et puis j'ai créé une communauté qui s'appelle Les Veilleuses. Ouais. Parce que pour moi, les relations toxiques fonctionnent comme toutes les relations de dépendance. Et donc, je voulais m'inspirer des alcooliques anonymes, où les femmes cheminent en binôme à travers 12 actions de reconnexion à soi pour être capable justement de partir et de faire son plan. Et aujourd'hui, on accompagne quasiment 120 femmes à travers ce parcours. Et c'est digital ou c'est en présentiel? Non, c'est digital, c'est sur WhatsApp, avec des Zooms, etc. Et un suivi comme ça En fait, elles sont... Moi, le but, c'est de les aider à s'aider. Je ne suis pas thérapeute, je ne le serai pas. Donc, de les aider à partir? Voilà, en fait, de combler le vide. D'accord. Oui, ce vide immense. Immense. Mais que toutes ressentent. Avec toutes ces ressources, j'espère que celles qui nous entendront là aujourd'hui pourront agir. Merci encore, Sarah. Merci à toi. On embrasse très fort Lala, évidemment, tes parents, tes frères et sœurs. Et je te souhaite de te reconnecter à toi, maintenant que tu es sortie un peu de ce grand, cette grande essoreuse de ces 4 dernières années. Et on se tient au courant, évidemment. Belle vie à toi. Merci, Sarah. Ciao. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci encore à Sarah d'avoir replongé dans ces années de violence. Je sais que ça n'est pas vain et je sais que son récit aidera de nombreuses femmes à sortir de l'engrenage. Je l'espère en tout cas de tout mon cœur. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur Apple Podcast, Deezer ou Spotify pour nous aider à grandir. Et pour rester informés, vous pouvez nous rejoindre sur notre compte Instagram Bliss Stories. Allez, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et puis bien sûr, long live the bliss.